Salut à tous, bienvenue dans la bande AD+. Je suis Nicolas Fréré du magazine Distance Plus et je suis accompagné aujourd'hui par 4 des 8 membres de la bande, tous des experts ou des top athlètes reconnus de la course à pied et du trail. Bonjour et bienvenue à une sportive inoxydable, la coureuse en montagne, grimpeuse et skieuse alpiniste Corinne Favre. Salut Coco. Bonjour. Au trailer, speaker, podcaster et organisateur de courses, Hugo Ferrari. Salut Hugo. Kikou. Au pilier de l'équipe de France de trail, Nicolas Martin, qui fera évidemment partie de l'aventure des mondiaux en Thaïlande en novembre. On va en reparler tout à l'heure. Salut Nico. Salut Nico, salut à tous. Et au spécialiste du kiki de tous les kikis, Robin Schmitt, des Genoux dans le gif. Salut Robin. Salut Nico et salut à tous. Pour ceux qui n'auraient pas suivi, on en a déjà fait la promotion ici. Mais Robin et les siens ont publié un livre totalement indispensable sur Kylian Jornet. Il ne faut pas manquer ça. Et je fais un salut amical aussi aux 4 autres membres de la bande AD+, qui sont au repos aujourd'hui, parce que ça tourne dans la bande AD+. Ludovic Collet, Sabine Hirschström, Thomas Laure-Blanchet et Florence Morisseau de la Clinique du Coureur. Vous écoutez la bande AD+. Au sommaire de ce 12e épisode de la bande AD+, quelle est la différence, une bonne fois pour toutes, entre la course en montagne et le trail? Parce que non, ce n'est pas la même discipline. Et oui, ça demeure flou pour beaucoup. Une fois qu'on aura mis les choses au clair, on évoquera les championnats du monde en Thaïlande où, pour la première fois, les deux disciplines seront rassemblées en un même événement à partir du 1er novembre. Ce sera aussi l'occasion de jeter un œil sur la sélection française en trail menée par Adrien Séguré. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que les Bleus n'iront pas en Asie pour enfiler des perles. Il y a de grands noms dans cette sélection. Et est-ce que ça vous fait rêver, cette compétition ? Est-ce que la nouvelle formule promet d'être une formule gagnante? Sous-entendu, est-ce qu'elle a des chances de s'imposer en face de tous les championnats du monde de trail promus par les circuits privés? Certains athlètes sélectionnés ont décidé de ne pas aller en Thaïlande parce que l'année a été éprouvante et qu'il est difficile d'être à 100% toute l'année. Je pense aux Français Mathieu Blanchard et Baptiste Chassagne. Mais il y a aussi le Britannique Andy Simons qui a jeté un pavé dans la mare en refusant sa sélection parce qu'il ne veut pas prendre l'avion par souci écologique. Je demanderai à la bande ce qu'ils en pensent, ce qu'elle en pense. On dit bravo à Andy ou est-ce que c'est une position qui fait débat? En fait, je pose la question, mais je vais divulgacher un peu, mesdames et messieurs. Oui, il y aura débat. Ce sera la question NAC, le sujet poil à gratter de la semaine. Enfin, le jeune ultra-trailer d'Annecy, Mathis Granier, est sorti d'une longue période de silence sur ses réseaux sociaux. Il raconte son gros coup de mou après sa victoire à l'Ultra Race de la Maxi Race il y a un an. L'occasion pour nous de parler de la gestion des objectifs, comment gérer le succès, du moins pour ceux qui gagnent, comment garder la motivation aussi pour aller de l'avant, pour garder le mojo quand on a atteint l'objectif numéro 1 pour lequel on s'est décarcassé pendant des mois, parfois pendant des années. Et ça concerne tout le monde. Ce que raconte Mathis Granier entre les lignes, je vous lirai un extrait de sa publication, c'est aussi les affres du surentraînement, comment ne pas tomber dans le piège du toujours plus, comment le débusquer, parce que, comme pour Mathis, le mal est insidieux. 2 autres rubriques sont également au programme de la bande AD+, le vrai ou faux de la Clinique du Coureur. Il sera question de la course à pied pour les femmes enceintes et on finira par les traditionnels coups de cœur ou coups de pompe des membres de la bande AD+. Nous vous souhaitons une excellente émission, enregistrée et réalisée à distance dans les conditions du direct par les productions Arborescence. C'est parti. Alors j'aimerais commencer en vous remerciant, vous chers auditeurs et chers web spectateurs, car en seulement 11 épisodes, nous avons atteint les 80 000 écoutes. 80 000 écoutes, c'est complètement fou. Je vous écoute, vous nous écoutez, vous nous écrivez aussi des mots qui sont plus que sympathiques, qui sont ultra stimulants. En tout cas, oui, c'est ça. Je n'ai pas d'autre mot que fou, parce que personnellement, je ne m'attendais pas à ce qu'on soit autant écouté, et ça, c'est génial. Sachez que ça nous rend évidemment fiers d'avoir une petite place dans vos oreilles. Ceci étant dit, je vous propose de commencer par un court tour de table pour prendre de vos nouvelles à tous les 4. Je commence avec Corinne. Tu es toujours en pleine forme et à fond, avec un mois de septembre déjà bien rempli et évidemment sur les podiums, Corinne.
Oui, bah, la dernière fois, j'étais sur Chamonix avec vous, donc ça m'a bien fait plaisir de partager l'émission en direct de l'UTMB. Et puis bah, là, voilà, j'ai refait un duathlon là, début septembre dans la vallée de la Maurienne. Et donc, c'était une montée en vélo et puis un KV, 1 kilomètre vertical que j'aime beaucoup. Et puis là, il y a 2 jours, j'ai fait le double kilomètre de Chandolin et où je vais chaque année depuis 8 ans parce que je connaissais l'organisateur qui faisait du ski de montagne et qui est décédé en montagne. Et c'est un petit peu un mémorial, voilà, en son souvenir. Et puis, du coup, j'ai toujours plaisir à faire cette course. Voilà. Première du duathlon du Grand Arc, début septembre, et ce week-end, troisième, donc Voilà. du double KV de Chandolin. Et là, c'est dans le Valais en Suisse. Voilà. Bravo. Merci. Nico, c'est officiel, tu es sélectionné de nouveau en équipe de France pour les mondiaux en Thaïlande. C'est presque la routine pour toi, mais ça récompense ta régularité au plus haut niveau. Comment tu as accueilli la nouvelle quand Adrien Saguré t'a invité à faire partie du voyage? Est-ce qu'on s'habitue à ce genre de nouvelles? Non, je pense qu'on s'habitue pas. Et puis, je pense que le jour où ça te fait plus rien, c'est peut-être le moment de tourner la page. Moi, j'ai toujours très envie d'y aller. Ça a été la principale raison de ma participation aux courses de l'UTMB, sur lesquelles je suis allé en sachant que c'était pas possible d'être à 100% et de jouer, d'être acteur. Alors, à la base, ça aurait dû être de la CCC. Finalement, ça a été l'OCC. Mais je savais que voilà, je ne serais pas acteur devant, même si j'ai réalisé une jolie performance. Ça a été une course par l'arrière avec vraiment cette motivation-là principale voilà, de montrer un état de forme qui était déjà bon et qui avait des chances d'être ascendant pour les championnats du monde. Donc ça a été une vraie fierté de représenter une nouvelle fois mon pays. Ça me tient vraiment à cœur. Moi, je suis un amoureux du sport. Je trouve que les meilleurs moments que j'ai vécu devant la télé, c'est parfois des championnats du monde. Il y a un an, Julien Alaphilippe, quand il a gagné son titre en Belgique, c'était ouais, moi c'est je qui suis amoureux du sport, c'est super. Et voir aussi des coureurs qui toute l'année sont par exemple adversaires et qui là ont un objectif commun et toute l'aventure qu'il y a autour, surtout ça, le stage qui aura prochainement lieu, c'est aussi ce qui me motive à continuer cette aventure-là. Stage en équipe de France, donc ça, c'est prévu quand? Ce sera du 24 au 30 septembre dans le Cantal, puisqu'il y a un partenariat entre la Fédération française d'athlétisme pour la partie trail et le département du Cantal. Donc, ça va faire depuis 2017, je crois qu'on va dans le Cantal. Donc, voilà, un beau terrain de jeu. Alors, forcément, cette année, avec le choix de la Thaïlande, le climat sera pas le même fin septembre Non, dans le il devrait y avoir Cantal un petit peu de différence. que celui de Chiang Mai début novembre, mais de toute manière, peu importe où on aille en France, ça aurait été le cas. Donc voilà, ça va être sympa. Là, on change un petit peu le lieu de stage, donc ça va nous faire découvrir des nouveaux sentiers aussi. Donc une belle aventure avec tous les heureux élus de cette sélection. Et alors justement, on s'en parlait hors micro, mais la sélection pour la course en montagne, on y reviendra dans quelques instants, elle est pas encore effective. Elle aura lieu début octobre, justement dans le Cantal. Est-ce que certains d'entre vous allaient courir la Dévalade, c'est ça, dans le Cantal, qui est Ouais, la je course de sais sélection? plus comment elle s'appelle, mais donc elle a lieu là juste à la fin du stage. Je ne sais pas s'il y a des coureurs qui ont prévu de la faire. On a un stage copieux. Moi, je cours en sortie de stage, mais à la Gap en cime, du côté de Ok. Gap, le dimanche 2 octobre. Mais je ne sais pas s'il y a quelques athlètes qui ont prévu. Alors après, je pense que ça concernerait plus les athlètes qui font le trail court, parce que pour ceux qui font le trail long, c'est plutôt un week-end pour placer une course relativement longue, pour utiliser la fatigue du stage pour aller faire une sortie sur la fatigue, parce qu'on a quand même un sacré parcours qui nous attend sur le trail long avec 80 km et 5000 mètres de dénivelé. Dans des conditions climatiques, tu l'as dit, qui risquent d'être, je ne vais pas dire difficiles, mais en tout cas très différentes de ce à quoi vous êtes habitués toutes et tous en France. Robin, j'évoquais ton kiki il y a quelques instants. Est-ce que le kiki a trouvé son public? On parle du livre sur Kylian Jornet, Ah, on parle du évidemment. livre. Ok, Oui, oui, ouais, oui. ouais, non, effectivement, en fait, on s'est rendu compte qu'en choisissant ce nom de bouquin, en fait, on avait carrément ouvert la porte à tous les lecteurs qui ont l'esprit mal tourné, forcément, et on Comme adore moi. ça, évidemment. Oui, oui, effectivement, ouais, ça fait un petit mois là, que
que le livre sur Kylian est sorti et on est super content des retours. Déjà, on est super content d'avoir pu sortir ce bouquin après avoir bossé quasiment 3 ans dessus. Et on est super content des retours, les premiers retours des lecteurs sur le fond, vraiment. Hein. Apparemment, les gens lisent le bouquin, donc ça nous fait bien plaisir. Et puis, très, très cool. Et puis là, il y a un colis qui est parti en Norvège avec un bon paquet de kiki à son heureux propriétaire, en tout cas pour que l'intéressé puisse enfin finalement découvrir ce qu'on a écrit, parce que même si on a forcément travaillé un petit peu en collaboration avec lui, il n'avait pas forcément un droit de regard particulier dessus. Donc, on a quand même hâte d'avoir les retours du principal intéressé, du patron Kylian, quoi. J'imagine. Et puis, puisqu'on parle de patron, un autre patron vous a fait une belle surprise ce matin même, je pense, ou dans les jours derniers. C'est la Grosse consécration. actualité pour les Genoux dans le GIF. Oui, voilà, c'est la consécration, c'est le jour de la retraite. Là, on est 19 septembre. Ce jour sera probablement férié dans les années qui viennent. Jim Wamsley a rejoint les Genoux dans le GIF sur Instagram. Donc, écoute, la semaine commence plutôt pas mal. Des années de travail de sape. Alors, ma petite angoisse, c'est juste d'aller retrouver les posts où vraiment on le chargeait un peu sur ses problèmes gastriques, parce que le moment où il va forcément comprendre et lire, il est en plein apprentissage du français. Il risque peut-être de déliker et tout s'effondrera, quoi. Mais non, je suis sûr qu'il n'est pas susceptible. Et puis, à titre perso, tu vas passer aussi d'un sacré niveau, parce que toi, tu es un spécialiste, je le dis souvent, du kilomètre vertical. Puis, tu vas faire un très, très gros kilomètre vertical à La Réunion, puisque tu vas participer à la Mascaregne. Comment se passe la prépa? Eh bien, écoute, plutôt pas mal. Je prends goût à courir longtemps. Hier, j'étais dans les Aravis, bien connus de Michel Lannes et de plein d'autres coureurs d'ailleurs du coin d'Annecy. Environ 6 heures de balade dans du caillou. Donc, écoute, ça se passe plutôt pas mal. C'est très bizarre de ne pas se mettre le cœur dans la boîte à gants dans chaque montée. Mais écoute, c'est pas mal. Ça change. C'est marrant un peu cette randonnée. Sans bâton, malheureusement, mais c'est sympa. Ouais. Bon, on va passer aux randonneurs, justement, Hugo. La fin d'année sera hyper active, si j'ai bien compris. Pour toi, tu as fait donc une pause de 2 semaines après l'UTMB. Tu as repris le sport, en gros. Quel est le programme, cher Duc? Oui, j'étais devenu gros. Je vais faire des courses un peu plus courtes que l'UTMB pour justement ne plus trop être un randonneur, parce que c'est assez dramatique, comme tu le cites, c'est très, très péjoratif, tu vois, je le prends vraiment pour moi. Donc, ouais, un programme sympa, un programme un peu à la maison, comme notre ami Andy Simons, dont on citera tout à l'heure les frasques, avec des trucs hyper locaux. Grand Trail du Lac, je pense que je peux y aller à pied. Hivernal des Templiers, c'est vrai que c'est un peu plus loin, mais on va remplir la voiture avec des amis et puis des gens un peu au hasard sur Blablacar. Et puis voilà, tout va bien se passer. Super. Allez, on lance notre premier débat. On va évoquer dans quelques instants, je le disais, les mondiaux de trail et de course en montagne, en Thaïlande, mais on va y aller crescendo d'abord pour partir sur bonne base, parce que c'est peut-être pas clair pour tout le monde. Quelle est la différence entre la course en montagne et le trail? Je vais donner d'abord le micro à Corinne. Tu as fait les deux, tu es une spécialiste, je pense on peut dire, de course en montagne. Mais c'est quoi pour toi la différence? Comment, de la manière la plus simple, tu peux différencier ce que je vais appeler ces deux disciplines de la course en sentier? On va dire que la course en montagne, c'est une épreuve qui se déroule donc dans un milieu montagnard, avec un dénivelé qui est souvent déjà supérieur à 500 mètres, et c'est des courses plutôt courtes qui sont comprises entre 1 heure et 1h30. La course de montagne, hein. Enfin, pour moi, proprement parler. Après, le trail, maintenant, on voit la naissance de 3 formats de trail, du trail long, du trail moyen, enfin, du trail court, du trail long. Alors, c'est vrai que le trail plus court, c'est entre 20 et 40. Après, le trail moyen, enfin, c'est comme je le sens moi, c'est 40 à 70. Et puis après, il y a l'ultra long de 80 à
C'est vrai que voilà, maintenant, les gens, c'est vrai que c'est un peu confus dans la tête des gens parce que la course de montagne, c'est vraiment la course de montagne, c'est quelque chose qui est plutôt court, avec du dénivelé et qui dépasse pas 1h30 d'effort pour moi, hein. Voilà. Il y a une différence entre la partie athlétique, discipline de l'athlétisme, et Oui. en gros tout le reste qui se passe en sentier. Nico, ta définition à toi, je pense que Corinne n'a pas évoqué, mais il y a aussi la notion de technicité des sentiers, justement. Alors, la course en montagne, en fait, historiquement, on va dire que ça vient vraiment plus du giron athlétique. Les premiers championnats doivent dater du début des années 90. Donc, il y a quand même un historique sur des championnats internationaux depuis quand même de nombreuses années. Alors, pendant longtemps, il y a eu une distinction, on va dire, il y avait deux formats. Il y avait ce qu'on appelle la course en montagne classique, donc ce qu'a évoqué Corinne, des efforts entre 1 heure et 1 heure et demie, avec souvent deux types de courses différentes, des courses ascensionnelles, donc avec un point de départ A et un point d'arrivée B qui était... Alors, il peut y avoir une petite descente, mais c'est globalement une course ascensionnelle. Et puis, le plus classique, montée-descente. Donc là, on fait souvent plutôt une, deux, enfin, rarement une seule boucle, c'est deux boucles, voire trois boucles. Avec voilà, un dénivelé chez les hommes. Alors, ça a été harmonisé maintenant, mais souvent, c'était, on va dire, 12 km, 800 à peu près, ce genre de format-là, avec une gagne souvent autour de l'heure pour les premiers. Et la spécificité, là, sur les championnats du monde, c'est qu'il y aura les deux disciplines, donc la course verticale qui fera, je pense, 10 km, enfin 8 km et demi et 1000 mètres de dénivelé par là, et puis la course en montagne up and down, comme ils disent, donc montée-descente, qui fera, si je ne dis pas de bêtises, ça doit faire 11,5 et 400, donc un format très roulant, 450 par là, un format très roulant, avec au niveau des critères, je sais pas, critères de la Fédé, en tout cas au niveau de la Fédération française, c'est le cas, 50 mètres de dénivelé, donc à la fois positif et négatif, par kilomètre parcouru. Donc, on ne peut pas, si on fait 12 bornes, il faut qu'il y ait au moins 300 mètres de dénivelé positif et de dénivelé négatif pour que ça rentre dans le cadre de la course en montagne. Et normalement, sur les courses verticales, alors à la base, c'était du KV, mais ils se sont rendus compte que ça pourrait être limitatif parce que s'il n'y a pas 1000 mètres, là, on organise. Donc, ils ont appelé ça plutôt des courses verticales avec normalement 25% de pente moyenne, mais après, bon, c'est sujet à discussion, puisque là, on voit que ce n'est pas le cas là, sur les championnats du monde qui auront lieu. Donc voilà, c'est ça. Le trail, bah, on va dire que c'est les autres courses qui se déroulent en nature, avec pour moi, l'autre grosse différence, globalement, ce que j'ai pu observer, par exemple, en 2019, où j'avais fait les championnats du monde de trail et les championnats du monde de course en montagne longue distance, donc sur exactement le même format, c'était la notion de semi-autonomie qui était beaucoup plus marquée en trail, puisque par exemple, on avait seulement une seule zone d'assistance autorisée sur le championnat du monde de trail, alors qu'on pouvait se faire ravitailler tous les 4-5 km sur le championnat du monde de course en montagne. Donc c'est ça pour moi les deux grosses différences. Voilà, alors après, le trail, c'est très générique, donc on va aussi considérer qu'il y a le skyrunning dedans, donc il y a normalement pas de technicité extrême en course en montagne, et globalement, ça doit normalement toujours passer en courant sur de la course en montagne, ce qui n'est pas forcément le cas en trail. On parlait de la randonnée, on en parle régulièrement pour plaisanter, mais c'est une des choses qui pourrait différencier les deux disciplines. Il y en a une où il faut courir du début jusqu'à la fin, l'autre où on s'adapte tout simplement au terrain. Robin, puisque toi, tu es un spécialiste du kilomètre vertical, il y a aussi des notions de matériel, par exemple, entre le trail, où on parle de matériel obligatoire, et la course en montagne, où on va dire on court un peu plus léger. Oui, effectivement, peut-être pour compléter un petit peu ce qu'a dit Nico, mais Nico est toujours un puits de science quand il s'agit de nous parler des différences entre les disciplines. C'est vrai que la course en montagne, c'est hyper athlétique, quoi. C'est vraiment, déjà, je pense que j'ai l'impression que c'est un petit peu plus élitiste. On peut se trouver sur un trail un petit peu, on va dire, pour débuter, etc. En fait, ça a simplement meilleure presse. La course en montagne est peut-être un petit peu plus ancienne historiquement, mais c'est quelque chose, je dirais, qui n'est pas forcément à la mode. Et donc, on se retrouve parfois sur des courses en montagne un petit peu plus athlétiques, un petit peu plus élitistes. Et donc, ça court très, très vite. Pour que les gens comprennent bien, j'ai l'impression que c'est presque un espèce de cross
qu'on peut retrouver l'hiver, mais avec, pour le coup, avec du dénivelé. Donc, ça court très vite. Les mecs font 25 kilos tout mouillés. Et puis voilà, effectivement, il n'y a aussi pas la notion de matériel obligatoire. C'est vraiment très léger, très athlétique. Ça court très, très vite. Il faut des Par contre, qualités. Oui. excuse-moi, il y a même du matériel qui est interdit en Alors, course ça, je en ne savais montagne. pas. Ouais, je ne sais pas. Les, Ouais. les bâtons sont interdits, non? Je parle sous Certainement, la- de toute façon, je pense que ça court tellement vite que quand tu es à 22 km/h et sur le plat et 25 dans une descente, je pense qu'effectivement, ce n'est pas l'idéal. Mais alors là, pour le coup, je ne sais pas du tout. Je ne sais pas si Nico ou Hugo, vous Corinne, avez. peut-être? Ouais. Corinne, est-ce que tu as déjà vu des courses en montagne avec bâton? Non, bah, c'est un format court et il y a de la technicité. Et bah, pour moi, les gens qui sont sélectionnés qui font ça, ils n'ont pas de bâton. Hein. C'est pas comme Reste le à savoir trail. si effectivement c'est interdit clairement dans le règlement ou si c'est finalement par la force des choses que personne ne prend de bâton pour Bah, aller Je courir. pense que Nico? je pense que c'est interdit, mais il faudrait vérifier. ouais. On dit spécifié, mais je ne suis pas sûr à 100%. Hugo, ton regard sur la course en montagne, là pour le coup, toi tu es un trailer, un pur trailer. Non, mais je cours un peu quand même, Nico, arrête. Ah, mais j'ai pas dit un pur randonneur. Avec tout le respect d'ailleurs que j'ai pour Et les randonneurs. ils ont tout dit, ils ont tout dit. Nico, il t'a épluché tout le règlement. Robin, il a rajouté une couche avec le côté matériel que Nico avait oublié. Corinne, toute la philosophie de la course en montagne. Qu'est-ce que tu veux que je dise d'autre? À part Parle-nous te de ton dire. expérience en 2014, Hugo. Parle-nous de ton expérience de Ah la oui, course. fabuleux. Bah oui, on va sortir l'anecdote, t'as raison. En 2014, moi, j'avais vu, en fait, je me mettais au trail. Enfin, ou à la course en montagne, à ce que tu veux, quoi. Je courais. Et, j'arrive, c'est là où j'ai rencontré Nicolas Martin. 8 ans d'amitié. Et j'avais vu que les types gagnaient la course à peu près, je sais plus, 11 km/h, je crois. Ça n'avait pas été rapide l'année d'avant, en 2013. Oui, le parcours devait être dur, ou je sais pas. Et je m'étais dit, moi, je faisais des footings à 13 à l'heure. Et je me suis dit, mais les mecs sont nuls, en fait. Et du coup, j'y allais pour gagner, tu vois. Et moi, je crois que j'ai fait 160e. Évidemment, j'ai été troublé au début quand c'est parti à plus de 20 km/h sur la route. Ouais, ça court quand même assez vite, c'est sûr. Bon, on va pouvoir passer au cœur de notre question. Alors, je le disais, c'est la première fois que les deux disciplines, la course en montagne et le trail, sont rassemblées dans un même événement. Ce sera donc à partir du 1er novembre. Alors, avec la Covid, les mondiaux ont été annulés à 2 reprises, en 2020, évidemment, puis encore l'année dernière. A priori, cette année, c'est la bonne. Est-ce que rassembler ces deux disciplines, c'est une bonne chose, Nico? Ouais, oui, moi je pense que pour moi c'est une bonne réforme. Alors, on va essayer d'être un peu général, mais le but c'est que c'est devenu bi-annuel, alors que les championnats du monde s'étaient enchaînés 2007, 2018, 2019. Là, ils ont mis 2 ans d'intervalle. Bon, alors là, du coup, ça va s'enchaîner 2022-2023 à cause mais normalement, ça devrait être une année les championnats d'Europe, une année les championnats du monde, ce qui est plutôt pas mal puisque ça permet d'avoir un championnat international un peu plus local quand c'est le championnat continental et puis un championnat international complètement sur les championnats du monde. Alors longtemps, ça a été patronné par deux sous-fédérations, donc qui avait la délégation de la part de l'I2AF, enfin de World Athletic maintenant, qui gère tout ce qui est l'athlétisme. Donc, Fédération internationale d'athlétisme. Ouais, Ouais. voilà, la fédération internationale qui fait aussi les championnats du monde d'athlétisme. Bon, là, c'est eux maintenant qui sont maîtres, on va dire, de l'organisation avec l'ITRA. Avant, c'était la WMRA pour les championnats du monde de course en montagne. Et puis, il y avait l'IAU qui organise le 100 km, le 24 heures, qui organisait le trail. Là, maintenant, le but, c'est de faire un plus gros événement qui soit plus couru par les meilleurs athlètes. Bon, on se rend compte qu'en 2022, ça ne va pas forcément être le cas. Mais voilà, le but, c'est d'en faire un rendez-vous peut-être plus incontournable que ce qu'il était jusqu'à présent pour essayer d'exister en parallèle des circuits privés. Et après, la réussite de ça dépendra, à mon sens, de l'intelligence des dirigeants qui choisissent les deux championnats, les dates, pour voilà, peut-être trouver un terrain d'entente avec les organisations privées existantes pour que le championnat devienne
peut-être pas incontournable, mais un rendez-vous que tout athlète de haut niveau rêve de remporter un jour dans sa carrière, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, malheureusement. Corinne, toi, tu as vu aussi toute cette évolution-là. Est-ce que ce que dit Nico, tu y crois? Est-ce que tu crois que ça peut devenir un événement vraiment majeur dans le sens où ça se met au programme des meilleurs athlètes tout en haut de la liste des priorités de performance? C'est vrai que moi, je veux dire, moi, je suis pas vraiment de la même génération que Nico et que des autres, mais je vois vraiment toute l'évolution. Bon, là, il y a un championnat du monde, il y a les disciplines qui sont ensemble. Alors, je vois plusieurs fédérations. Alors, il y a, certaines, je ne sais même plus. Il y a l'ITRA, la FFA, la WMRA. Alors, moi, je suis un petit peu perdue aussi parce que, voilà, toutes ces fédés et tout. Et voilà, j'essaie de me documenter aussi parce que voilà, ça évolue dans le bon sens, quoi, de toute façon. Hein. C'est comme le ski alpinisme, il va être aux Jeux Olympiques là, bientôt, là, et c'est vrai que ça a beaucoup évolué, et puis tant mieux, quoi. Hein. Toi, tu penses que ça va dans le bon sens, en tout cas? Bah, dans le bon sens, j'espère. Moi, je dis tant mieux pour tous les athlètes qui sont sélectionnés, qui vont pouvoir participer. Parce qu'à l'époque, moi, il n'y avait que le skyrunning et puis tout ça, ça n'existait pas. Donc, c'est vrai que, voilà, pour moi, j'espère que ça ira dans le bon sens, quoi. Voilà. Hugo, toi, t'en penses quoi? C'est quoi ton regard là-dessus? Nico disait il faudra que les fédérations, les dirigeants soient intelligents dans la façon de placer les choses, mais en même temps, quand on regarde tous les circuits privés, le calendrier, il est déjà très, très étoffé. Est-ce que c'est possible? C'est pour ça, je pense que c'est pas mal d'avoir rassemblé la course en montagne avec le trail, parce que là, qu'est-ce qu'on voit? Il va y avoir une vraie course en montagne d'environ 1 heure et quelques pour les premiers. Il va y avoir un trail court assez sympa. Voilà, j'imagine peut-être 2h30 d'effort, ce qui est quand même déjà plus du double de la course en montagne tout de même, et des passages potentiellement techniques. Il va y avoir un trail long, donc là c'est à peu près 80 km si j'ai bien compris pour la Thaïlande, là, chez nos amis asiatiques. Donc ça c'est pas mal, du coup on va avoir vraiment un seul événement, parce que s'il y a les championnats du monde de trail, après les championnats du monde de course en montagne, bon, ça nageait quoi là un petit peu, et ça permet aussi aux athlètes de se rencontrer, ça c'est bien. Et ça fait une meilleure équipe de France, meilleure communion, voilà, parce que globalement, c'est des gens qui ont des baskets avec des crampons et qui courent dans les chemins. Après, le choix de l'événement, bon, la Thaïlande, moi je trouve ça plutôt pas terrible, plutôt pourri. Ça, voilà, c'est une course, elle n'existait pas, elle a été créée, on ne sait pas, on ne connaît pas. Ça bénéficie d'aucun support médiatique réel, alors que si on se mettait d'accord entre la fédération et les circuits privés, on peut imaginer que c'est possible, parce que chacun peut gagner dans ce cas-là. Tu mets un championnat du monde de trail, par exemple, sur le week-end du marathon du Mont Blanc, tu bénéficies des lives qui sont déjà en place au niveau de la web TV, ou même de la télé carrément, vu que maintenant l'équipe commence à être friande de tout ça. Après, bon, j'ai cité le marathon du Mont Blanc parce que c'est un gros événement. On peut parler aussi en France du Ventoux, des Templiers, évidemment de la semaine UTMB. Donc il y a moyen de faire quelque chose. Faudrait voir comment cohabiter. Alors c'est intéressant, depuis qu'Adrien Séguret est rentré à la Fédération française d'athlétisme, on sent que voilà, il y a des décisions un peu sympas là qui sont prises. Donc on peut que saluer l'effort. Voilà, je pense qu'il y a eu une petite amélioration déjà avec l'intégration de la course en montagne à tout ce bazar. Et puis, il n'y a plus qu'à espérer que dans l'avenir, on ait une petite concertation entre les circuits privés, voilà, qui vont essayer de ne pas trop refuser le giron fédéral, même s'il est un peu lourdingue. Hein. Il y a un cahier des charges qui est quand même conséquent. Voilà. Quand tu parles de la Thaïlande, mauvais choix, etc., est-ce que dans la tête, tu as le fait que pour une première, c'est dommage, en gros, de choisir cet endroit-là, alors que peut-être que pour une première, il aurait fallu choisir un pays où ces disciplines-là sont déjà très, très fortes. Ouais, après, ça fait 2 ans qu'ils l'attendent, donc c'était peut-être déjà bouclé, tu vois. Ils n'avaient peut-être plus le choix de reculer, d'annuler, voilà, on le fait, c'était prévu, on le fait. Et puis on verra dans l'avenir. Après, pourquoi pas, hein, ça se trouve, il va y avoir une délégation asiatique absolument incroyable. Bon, ils ont quand même des bons coureurs.
ça peut être l'occasion de fighter avec eux. En plus, les conditions climatiques là-bas sont plutôt défavorables aux Européens. Donc, bon, il peut y avoir de l'intérêt, hein, bien sûr. Hein. Bon, après, nous, on connaît ce qu'il y a autour de chez nous. Donc, c'est sûr qu'on va découvrir, quoi. Robin, qu'est-ce que tu penses de tout ça? Et puis, je te laisse me dire ce que tu penses de tout ça, puis je pose une autre question, puisqu'on a parlé du rassemblement de ces deux disciplines. Est-ce qu'on ne pourrait pas aller plus loin et tout simplement rassembler ces deux disciplines avec, en même temps que les championnats du monde d'athlétisme ou les championnats d'Europe d'athlétisme, puisqu'on va finalement reprendre le même schéma, hein, d'alternance entre le championnat d'Europe une année, championnat du monde de l'autre? Ouais, bah, ce que j'en pense, c'est que c'est quand même un joyeux bordel. Je pense qu'on a bien compris ça, effectivement. Non, mais c'est quand même assez. Je veux dire, là, autant qu'on est ce soir dans l'émission, on est quand même assez attentif à ce qui se passe dans le monde du trail, ultra trail, course en montagne, etc. Et franchement, je dois avouer que même moi, j'y comprends rien, quoi. Je veux dire, les sélections, on ne sait pas, les mecs, ils font le court, le long, la course en montagne, le machin. En fait, c'est un KV, puis après, il y a montée-descente, etc. Franchement, on ne comprend rien, quoi. Et je trouve que dans cette idée un moment d'unifier, de faire quelque chose qui soit crédible, en fait, à mon sens, c'est un énième nœud dans cette affaire, avec, comme on l'a dit tout à l'heure, et Hugo l'a bien rappelé, avec les circuits privés, les Golden Trail, l'UTMB, les machins, Skyrunning, enfin, on ne comprend plus rien. Et moi, j'ai toujours revendiqué que finalement, pour le grand public, ce qui va vraiment parler, c'est les grosses courses qui sont pas forcément d'ailleurs dans ces circuits. Alors, j'allais prendre l'exemple de Zegama, qui est faux parce que maintenant, c'est dans le Golden Trail Series. Mais avant, ils étaient entre guillemets indépendants. Tu vois, il y aura le Grand Raid de la Réunion fin octobre, mi-octobre. Ça, c'est des courses qui parlent au grand public. Et je trouve que, voilà, à un moment, c'est totalement dilué. Le niveau l'est aussi un petit peu, parce qu'on va en parler, mais pourquoi? Ouais. Et à un moment, il n'y a pas non plus les meilleurs du monde, même si je ne veux pas du tout faire offense à ceux qui sont sélectionnés. Il y a un sacré niveau, c'est impressionnant. Mais à un moment, pour un championnat du monde, il n'y a pas non plus les têtes d'affiche, toutes les têtes d'affiche qu'on aimerait voir. Donc, je trouve que c'est totalement illisible. Ouais, la preuve, j'y suis pas. Hein. Voilà, le Duc n'y est pas, Corinne n'y est pas. Donc, quel intérêt, quoi. C'est intéressant. On reste dans ce gros bazar. Et en gros, le point d'accroche, c'est de se dire, pour réussir à faire un événement qui soit un rendez-vous incontournable, je pense que le mot est là, incontournable, il faut qu'à un moment donné, tous les athlètes, les meilleurs athlètes, dans la mesure où ils sont opérationnels, puissent être au rendez-vous, comme dans la plupart des championnats fédéraux, en fait, de l'athlétisme notamment. Exactement, ouais. T'imagines un championnat du monde, il n'y a pas tu vois, de décathlon, il n'y a pas Kevin Mayer parce qu'il est plutôt lui sur un circuit privé, etc. Enfin, à un moment, le sport, il en pâtit forcément, quoi. Bon, la question, c'est de savoir, est-ce que ce début-là, est-ce que ce rassemblement-là, cette initiative-là va arriver en bout de ligne, après peut-être quelques années, à cette possibilité-là d'avoir un rendez-vous incontournable. Un mot sur la sélection française. J'en parlais tout à l'heure. Elle est quand même assez somptueuse au niveau du trail. Alors, tu le soulignais, Robin, tout le monde n'est pas là, mais on a 4 catégories, enfin 2 catégories hommes et femmes, trail court, trail long. On retrouve dans le trail court, on retrouve des Anaïs Sabrier, Mathilde Sagne, Candice Fertin. Au trail long, Manon Board, Blandine Lirondelle évidemment, Jocelyne Poli qui a encore été là à l'UTMB, Marion Delespierre. Audrey Tanguy, c'est quand même une sacrée belle liste et je ne les nomme pas tous. Chez les garçons, en trail court, on a Thomas Cardin, Frédéric Tranchant, pardon. M'a vu ce brouille, Kevin Vermeulen, évidemment le grand Julien Rancon, Arnaud Bonin dans le trail long, on retrouve Thibaut Garivier, Martin Kern, Paul Matou, Arthur Joyeux-Bouillon, Ludovic Collet et évidemment Nico Martin. Nico, alors évidemment, tu es concerné, etc. Tu es un petit peu en conflit d'intérêt avec ma question, mais qu'est-ce que tu en penses de cette sélection-là? Toi qui as vu, je le répète à Tire-Larigot, qui a vu toute l'évolution de l'équipe de France de trail. Et là, on ne parle pas de l'équipe de France
de course en montagne, puisque je le disais tout à l'heure, les coureurs en montagne ne sont pas encore sélectionnés. Ce sera début octobre. On sait juste qu'a priori, Élise Poncet et Sylvain Cachard seront au rendez-vous, puisqu'ils sont champions pour Sylvain de France et d'Europe. Et Élise, je ne veux pas dire de bêtises, Championne de France. Championne de France. Donc, qu'est-ce que tu penses de cette sélection? Pour rebondir sur ce que disait Robin, je pense que si toutes les nations jouaient le jeu comme joue la France, ce serait quand même un championnat du monde qui tiendrait la route parce que certes, il manque des Français. On a aussi une densité en France qui font qu'on a dit parfois que des coureurs se qualifieraient facilement en équipe de France s'ils venaient. Et il y en a qui ont essayé, ils n'y ont pas toujours réussi parce que voilà, en France, il y a quand même une densité sur. Voilà, si on prend le Ventoux cette année, c'était une course où, si on prend le palmarès du top 5, c'est quand même pas si facile de passer. Alors, bien sûr, sur le trail court, il manque des coureurs comme Thibaut Barognan, comme Anthony Felber, mais ça reste des très, très belles équipes. Voilà, sur le trail long, il y a forcément des coureurs qui auraient leur place. Je pense à Mathieu Blanchard, bien sûr à François Den s'il voulait venir. Après, ça a été un choix toute sa carrière de François de ne pas venir. On sait aussi là-dessus qu'il y a eu des choix de la part de certains partenaires qui ont beaucoup œuvré, je pense, pour la médiatisation de la discipline et qui ont, je pense, on peut l'entendre à juste titre, pas voulu que d'autres marques qui sont partenaires de l'équipe de France bénéficient de cette notoriété. Moi, on est personnellement, dans la politique pure, ouais. Voilà, moi, c'est quelque chose que j'ai jamais compris parce que tu vois, quand Patrick Lefebvre il libère Julien Alaphilippe et que le mec il a le maillot de champion du monde toute l'année dans son équipe, je pense qu'il est bien content. Pour moi, le titre de champion du monde, ça reste au-dessus de tout le reste parce que ça parle à tout le monde. Tu vois, Robin dit oui, ce sont les grandes courses qui parlent, mais les grandes courses, elles parlent aux gens qui connaissent le trail. Parce que tu vas dans la rue, alors peut-être l'UTMB, ça commence à être connu, mais tu vas dans la rue à Paris. Tu dis à quelqu'un, lui, c'est le vainqueur de l'UTMB ou lui, c'est le champion du monde, et ben là, je pense que la plupart des gens, ils accorderont plus de valeur à celui qui sera champion du monde. Même si nous, qui connaissons la discipline, savons objectivement que ce n'est pas le cas. Même si on sait, voilà, en 2019, on avait entendu pas mal de choses sur le championnat du monde de trail et sur les deux champions du monde. Bon, Jim Wamsley, Jonathan Albon, ouais, je pense que ça fait partie du top 5 mondial, sans aucun doute. Donc voilà, on aimerait mieux. Et comme ce que je disais au début, moi, je pense que c'est aussi un rôle des fédérations. On va parler d'Andy Simons derrière. La question, c'est nous, en France, on a des équipes quasiment complètes qui sont intégralement prises en charge par les fédérations. Si tu dois payer ton billet pour aller en Thaïlande, c'est sûr que je pense que si tu n'es pas un athlète qui a une vraie chance d'être médaillé, je pense que tu te poses la question. Donc, il y a aussi ce rôle des fédérations d'athlétisme. Alors, il y a des guéguerres, par exemple, en Espagne, entre l'équivalent de la FFME en France, donc plus la montagne et l'escalade, et puis plus l'athlète. Donc, il y a un peu ces guerres. Ça aussi, c'est le bazar. Par exemple, l'Espagne envoie des équipes en skyrunning avec des vraies sélections, je crois, bon, aussi en trail, hein. Mais voilà, donc il y a aussi tout ça qui peine à se mettre en place et qui est, moi, je trouve dommage parce que, comme je dis, moi, être champion du monde, pour moi, c'est le Graal pour tout sportif parce que ça parle à toutes les disciplines, quoi. Et tu restes avec cette envie-là d'aller Ouais, chercher ce Graal-là? faut être honnête, je pense que c'est chaque année qui passe m'éloigne de ça, mais voilà, moi, j'ai eu la chance de gagner une médaille mondiale. Clairement, je n'étais pas le deuxième meilleur du monde à ce moment-là, mais voilà, ça restait une belle course avec un grand champion du monde qui a un palmarès long comme le bras, Luis Alberto. Voilà, après, en France, on a plus joué le jeu, donc on a toujours envoyé des équipes, je pense, qui tenaient la route. Ce n'est pas le cas de tous les pays, et c'est sûr que je rejoins complètement Robin. La start list, elle ne fait pas rêver. Alors, il faudra voir qui est au départ, mais c'est sûr que tu compares ça à ce qu'il y a eu à l'UTMB, clairement, ça n'a rien à voir. Et moi, je trouve ça dommage parce qu'il y aurait moyen aussi, peut-être en mettant un championnat quand même à une meilleure date sur un événement, comme le disait Hugo. Après, voilà, aujourd'hui, ça coûte, je pense, 150 000 $ l'organisation du championnat du monde. Je pense que si tu arrives à l'UTMB et que tu leur dis qu'il faut qu'ils payent ça pour organiser ta course, ils vont dire ouais, vous êtes gentils, nous, on est déjà les numéros 1. Donc, à un moment donné, il faut que chacun aussi mette du sien si on veut arriver à ça. Mais moi, ça fait 10 ans que je suis là-dedans, j'y crois de moins en moins, quoi. Est-ce que ça te fait rêver, Robin, quand tu regardes, on a bien compris ton sentiment
avec ça. Mais j'ai cité quelques noms seulement. Ils ne sont pas là par hasard. C'est quand même des grands noms. C'est des coureurs et des coureuses qui, quand ils sont alignés sur une course, on sait que ça va batailler. On sait que ça va être du très haut niveau. Est-ce que quand même, ça arrive à te faire rêver et à te dire, je vais suivre ces championnats, pas juste d'un œil parce qu'il faut, mais parce que ça me plaît? Non, bien sûr. En passant, bien sûr. je m'excuse, passant, j'ai réalisé après coup que j'ai dit une énormité, puisque au lieu de dire Ludovic Pomeray, par habitude, j'ai dit Ludovic Collet. Il n'y en a pas un qui m'a repris, mais je me corrige tout seul. On voulait pas te couper, Nico. Tu étais lancé et tout. Oui. Après, c'est moi qui est ridicule. Moi, j'ai cru que Ludo Collet, effectivement, serait au départ, donc j'ai rien. Il est capable. Il est capable. Il est capable de tout, Ludo, de toute façon. Donc... Il fait le start, il a dit. En tout cas, il peut être au départ. Après, il est capable de parler thaïlandais, donc il est capable certainement de faire l'animateur aux mondiaux. Excuse-moi, je te laisse la parole. Est-ce que ça te fait rêver? Ouais, non, mais bien sûr, évidemment que je regarderai, même d'un œil attentif, parce qu'effectivement, comme l'a bien dit Nico, il y a vraiment, et on le voit depuis plusieurs années, il y a vraiment une envie, en tout cas dans l'équipe de France et la FFA, de mettre en place une équipe digne de ce nom. Et c'est vrai que l'arrivée d'Adrien Séguré, à mon avis, renforce encore un petit peu ça. Après, le problème, c'est que tu retires la France qui joue le jeu, l'Espagne qui joue le jeu, éventuellement l'Italie parfois, en fonction des années, quelques nations qui vont effectivement envoyer un peu l'étoile de leur pays. Parfois, c'est un peu la disette, quoi. Je veux dire, pourquoi effectivement aux États-Unis, il n'y aura pas un Jim? Pourquoi en Espagne, il n'y aura pas un Kylian? Bon, en plus, au-delà de l'aspect, on va dire, identitaire, Espagne, Catalogne, etc. Donc, je pense que ça rajoute au fait que les Catalans déclinent une sélection espagnole. Bien sûr, je regarderai, mais c'est toujours regrettable de ne pas avoir les meilleurs. En fait, on a tous envie d'une énorme bagarre, un combat de rue, et puis finalement, ça se bagarre, mais parfois, on dirait que c'est un peu un combat de pouce, quoi, tu vois. Je suis vraiment provocateur exprès. Non, mais c'est très intéressant, je trouve, la façon dont tu abordes les choses, parce que même avec une grosse équipe de France, ce que tu nous dis, c'est qu'il n'y a pas forcément les meilleures équipes en face non plus, en tout cas pas les meilleurs athlètes de chaque équipe en face aussi. En tout cas, la France fait sa part, c'est déjà admirable. Hugo, toi, est-ce que ça te fait rêver? Est-ce que, alors, tu disais en plaisantant tout à l'heure, ton nom n'est pas sur la liste, mais est-ce que ça peut être quelque chose qui te fait rêver d'être en équipe de France et d'essayer d'aller batailler sur ce genre de compétition? Non, pas des masses, parce que je me suis quand même plutôt spécialisé dans l'ultra, donc ça m'intéresse pas de faire ce genre d'entraînement. Des temps d'effort que je faisais quand je faisais du vélo, puis c'est bon, quoi, je suis passé à autre chose. Ça ne veut pas dire que c'est facile, hein, pas du tout. Ça veut juste dire que c'est comme si tu me proposais d'aller faire une compétition de judo, ça me tente pas des masses. Et par contre, oui, je regarderai parce que j'adore le sport de haut niveau, donc ça va être très sympa à voir. Alors quand je dis je regarderai le résultat, parce que je ne sais pas trop où est-ce qu'on peut le regarder sinon. Peut-être que je trouverai une petite bricole vidéo, mais on verra. On va espérer. Et il y a le décalage horaire en plus. Et je fais une revue de presse tous les lundis, donc si je parle pas je suis arrivé à parler du championnat du monde de skyrolling, parce que ça vous l'avez pas vu, ça. Et oui, c'était... Parce qu'on ne fait pas partie de tes Patreons et tu ne nous envoies pas ta revue de presse. C'est mal. Et non, effectivement, je vous l'envoie pas. Alors, il y a effectivement il y a la fédération de skyrunning qui fait encore pire que celle d'athlétisme. C'est pourtant le niveau était haut. Donc ouais, je regarderai, je m'y intéresserai, j'essaierai de partager un maximum parce que il y a quand même des beaux athlètes pour l'équipe de France en tout cas, donc c'est intéressant. Voilà, après de là à dire que ça me fait rêver. Je regarderai pour la bataille sportive, on va dire. Corinne, le mot de la fin, tu nous dis souvent que tu es éloigné de tout ça. Est-ce que là aussi, tu as l'impression que ça ne t'intéresse pas? Ou est-ce que ça te fait rêver? Ou est-ce que ça te donne envie de t'intéresser à cette équipe de France, notamment là? Si, ça m'intéresse. Après, c'est sûr que si j'avais eu encore... été un petit peu plus jeune, j'aurais essayé de faire les trucs pour le KV, les choses comme ça, où c'est quand même un peu ma discipline. Mais bon, après, oui, ça,
Je veux dire, moi, je suis intéressée. Tout ce qui est sport de haut niveau, je regarde beaucoup. Quand il y a du cyclisme et tout ça, de l'athlétisme, je regarde tous les soirs. Je privilégie le sport de haut niveau que des films. Donc, c'est vrai que si, je suis bien intéressée. Je sais le nom des filles maintenant qui performent. De temps en temps, j'échange un peu avec Blandine. Je sais qu'elle est aux États-Unis. Je lui ai dit, tu es sur le Pic Marathon. Moi, je l'ai gagné en 2005, à la montée-descente. Ah bon? Alors, tu vois, c'est des choses, si, voilà, je me retrouve un peu dans tout ça aussi. Donc, je suis toujours très contente de suivre tout ça, quoi. Ça me passionne. Blandine Voilà. qui a fait 6e à Pike Peak ce week-end. Voilà, j'ai vu, elle a fait la montée. Moi, j'avais fait montée-descente. Mais il y avait aussi Matt Carpenter qui avait fait, c'était un peu mon époque, quoi. Voilà. Bon, on va changer de sujet, mais on reste quand même dans la thématique. On va faire un petit pas de côté avec la question NAC, la question poil à gratter. La question NAC. Le coureur britannique Andy Simons, on peut même dire franco-britannique parce qu'il vit en France, a refusé haut et fort sa sélection pour les mondiaux, justement, avec son pays, parce qu'il ne veut pas prendre l'avion par souci écologique. Je vous cite quelques extraits de sa publication où il s'en est expliqué. J'ai pris la décision, dit-il, écrit-il, de refuser la sélection pour les championnats du monde. Mon empreinte carbone pour 2022 sera d'environ 6,3 tonnes d'équivalent CO2, ce qui est déjà trop. Afin de contenir l'augmentation de la température mondiale à un niveau pas trop dévastateur, nous devons viser les 2 tonnes par personne. C'est principalement, alors je coupe un peu dans son texte, c'est principalement pour cette raison que j'ai refusé de représenter le Royaume-Uni au championnat du monde. J'adore courir au niveau international et il n'y a rien que j'aime plus que de courir pour le maillot du Royaume-Uni. Mais cette année, les championnats du monde se tiennent en Thaïlande et je ne peux tout simplement pas justifier d'ajouter, écrit-il encore une fois, 4 tonnes supplémentaires à mon empreinte carbone en 2022. Alors, vous en pensez quoi, toutes et tous? Hugo, est-ce que c'est un pavé dans la mare? Et est-ce que tu adhères à ces arguments, toi qui évoques souvent, régulièrement l'importance d'être vertueux en la matière? Comment il calcule? Ça fait pas 4 tonnes l'aller-retour en Thaïlande? C'est un peu étonnant, effectivement. Tu vas sur Google, tu mets un vol Lyon-Thaïlande, je sais pas ce que c'est l'aéroport, et les compagnies aériennes, elles te sortent, peut-être avec des billets, ça après, elles te sortent ta consommation, c'est plus aux alentours des 2. Enfin bon, c'est énorme, bien sûr. Ouais, ça va Aller-retour, avec ça fait 6 tonnes. 4. Ah, c'est que l'aller? Oui, Attends, je dirais que c'est pour revenir. Vas-y, Nico, regarde en même temps pendant que je parle, comme ça tu donnes le vrai chiffre. Je dirais même que c'est 6. Je crois que ça doit être 2,8. J'ai regardé Paris-Bangkok, c'est du 2,8. Mais c'est à 18 000 km, Paris-Bangkok. C'est hyper loin, en fait. Bon, regarde un vol pendant que je là-dessus, parle. il n'y a pas photo. Ok. Ouais, mais comme j'ai répondu à un mec, j'ai pas choisi le lieu, moi, des championnats du monde, quoi. Tu vois. Ah bon? En tant qu'intendant du triathlon, sinon, je les aurais mis au trail des passerelles du Monténard, tu vois. Bien Comme sûr. ça, j'y allais en vélo, quoi. Ça va, vous avez déjà fait la sélection. Donc, Hugo, qu'est-ce que tu en penses concrètement de sa réaction à Andy Simons? Est-ce que tu l'approuves? Est-ce que… Quoi? L'approuver, oui, il faut quand même être buté pour dire que c'est idiot, parce que, bon, voilà, cet été, on a tous vu un petit peu qu'il y a des petits problèmes qui commençaient à arriver. Ça va augmenter, d'ailleurs, au fur et à mesure des années, les problèmes, étant donné que les émissions ne baissent pas du tout. Donc, habituez-vous à ces 40 degrés, puis habituez-vous quand ce sera 50. Donc, on a tous vu qu'il y avait des petits soucis. Là, d'un coup, tu as un coureur qui propose de mettre un peu le holà à tout ça. Ouais, c'est quand même pas mal. Après, il dit pas faites tous comme moi. Il dit voilà, moi, je suis déjà à 6 tonnes, ce qui est énorme. Et il a raison, c'est beaucoup trop. C'est 3 fois plus que ce qu'il faudrait faire. Donc, on peut imaginer qu'il ne s'est pas trop privé quand même jusque-là pour être à 6 tonnes. Pas fait énormément d'efforts. Et là, ça y est, il se dit, ouais, c'est la fin de l'année, je suis déjà à 6. Écoutez, moi, les gars, ça suffit. J'arrête là. Ça ne veut pas dire que je ne prendrai plus jamais l'avion de ma vie. Ça veut juste dire que là, j'estime que j'ai quand même dépassé certaines limites et je m'arrête ici. Alors, c'est sûr, par rapport à un joueur du PSG, ça fait rigoler parce qu'ils prennent l'avion toutes les semaines. Mais c'est sa limite personnelle à lui. Il est en accord avec lui-même en faisant ça. Il y en a qui font beaucoup mieux, bien sûr.
Il y en a qui font pire. Après, c'est sûr, la remarque, l'avion, il va quand même voler sans toi. Oui, l'avion, il va quand même voler sans Andy. D'ailleurs, les avions volent à vide pour garder leur créneau. Hein. C'est ce qu'ils ont fait pendant le Covid. Ils volaient là-haut, là, tout vide. Mais forcément, si tout le monde fait ça, oui, l'avion volera sans Andy. Avec ce genre de réflexion, il n'y a rien qui diminuera jamais. Donc, c'est pas mal. Il initie une démarche. Après, chacun voit le truc. Il y en a d'autres, ça va être, écoutez, l'an prochain, je prends mon vélo pour aller au travail, même s'il pleut. Comme Nico et moi, il y en a, ils vont se mettre des petits défis cet hiver en coupant le chauffage par moment. Voilà, de petites initiatives personnelles, puis ça réduit un peu tout le bazar progressivement. C'est pas plus mal. Après, mais sur l'impact sur le grand public, on a eu Xavier Thévenard, on a Kylian Jornet qui ont un discours. Évidemment, Kylian, il a un discours, puis après, il va faire la hard rock. Ça se relativise, mais voilà. Il est quand même sponsorisé par Volvic, donc il ne faut quand même pas l'oublier. Non, il est plus sponsorisé par Volvic. Il est plus. Tiens. Il a progressé là-dessus. Ouais, après, pour rebondir là-dessus, moi, j'avais cette vision-là. Et après, en fait, quand tu prends du recul, est-ce que quand tu parles d'un sujet, donc en fait, quand tu fais passer un message, est-ce que l'important, c'est le messager ? Parce qu'en fait, la force de quelqu'un comme Kylian, c'est OK. Kylian, il fait, je ne sais pas, 10-12 tonnes. Il pourrait faire moins. C'est énorme. Il pourrait faire 10 fois plus, peut-être, parce qu'il n'a pas beaucoup de matériel, je pense. Mais c'est surtout, Kylian, il a, Robin sera peut-être mieux que moi, mais je ne sais pas, 200 ou 300 000 followers sur Instagram, peut-être même plus. C'est un leader d'opinion d'aujourd'hui. Ouais, c'est même plus qu'1 million, en fait. Ouais, plus d'1 million, tu vois. C'est plus que casquette verte ou pas ? C'est qui, casquette verte ? Un tout petit peu plus. Si tu vois, tu en as 20% qui font moins une tonne, ça fait moins 200 000 tonnes, quoi. Ah ouais, non, mais c'est sûr. C'est pour ça qu'il faut avoir ce discours. Hein. En fait, c'est autre chose que vivre reclus en Norvège sans qu'ils disent rien. Alors oui, il serait peut-être à 3 tonnes. Et en fait, c'est ça pour moi qui est important dans le message d'Andy. Il va au championnat du monde. C'est un prétexte pour parler de ça. Ce qui est intéressant, c'est plus d'être pédagogue, d'avoir conscience. Moi, personnellement, je fais les championnats du monde. Donc, ça fait plus 6 tonnes sur mon impact. C'est énorme. Je vais être à 10, je pense, cette année. Ou 11. Voilà. Donc, quand je ne prends pas l'avion, quand je ne me déplace pas, je suis plutôt un bon élève. Ce n'est pas le cas dès que tu fais du sport. Après, de toute manière, c'est la vision égocentrée, elle n'a pas de sens parce qu'en fait, si tu veux des compétitions internationales, il faut qu'il y ait des gens qui voyagent. Donc, oui, tu peux être un Français, tu as la chance d'avoir l'UTMB, tu fais l'UTMB. Mais en fait, l'UTMB, s'il n'y a que des Français ou s'il n'y a que des gens qui sont à 3 heures de voiture, ce n'est pas la même course que celle qu'on a actuellement. Donc, je pense que tant qu'on veut des compétitions internationales, il faut ça. Après, c'est plus vendre aussi le fait que on fait ça. Moi, je fais ça parce que c'est un championnat du monde. Je n'irais pas faire le trail de Chiang Mai si ce n'était pas un championnat du monde. Je n'ai pas ce besoin-là et je pense que j'ai eu plein de fois l'opportunité d'aller faire des courses à l'étranger. J'en ai fait quelques-unes, mais je pense que je le ferai plus s'il n'y a pas un réel enjeu sportif derrière parce que je sais que c'est très personnel ça hein, et je ne juge pas les autres et chacun, il y a des gens qui ont besoin de voyager, de découvrir de nouvelles cultures. Mais moi, je sais que je cours à Cape Town, on allait 2 fois avec Hugo à Cape Town, ou que je cours ou je roule dans le Trièvre chez moi, c'est pareil quoi. Pourtant, c'est magnifique Cape Town, hein, c'est super beau, mais chez moi, c'est aussi super beau, je peux faire ce que j'aime. Alors après, j'ai cette chance-là d'habiter dans un territoire où je peux faire pratiquer mes passions. Je pense que c'est plus prendre conscience aux gens, de se dire, voilà, prendre 2-3 fois l'avion sur des vols transatlantiques et tout, est-ce que je suis obligé de le faire Alors après, il y a des contraintes, il y a des gens qui ont ces contraintes-là, mais est-ce que des fois, je ne peux pas dire, bon, ok, ça, j'avais l'habitude de le faire, mais est-ce que c'est indispensable ? Est-ce que je ne peux pas économiser un petit peu ? Et l'avion, c'est finalement une chose relativement simple quand on n'est pas contraint pour faire baisser. C'est moins inconfortable, on ne va pas se mentir, que vivre à 15 degrés tout l'hiver. Moi, je l'ai fait l'an dernier, je peux le faire. Et pareil, ça, c'est quelque chose qui impacte. Ça fait moins 1/3 sur ma facture d'électricité. Mais c'est parce que tu es radin, en fait. Mais du coup, moi, je peux le faire. Je ne vais pas dire à mes parents, à ma tante qui ne bouge plus de le faire parce que c'est juste pas supportable. Donc, en fait, chacun peut faire des il faut la forcer. En fonction de ses capacités. C'est plus ça qui est intéressant. Mais moi, je salue la démarche d'Andy parce que moi, je ne sais pas dire non au maillot pour le moment encore. Donc, bravo à lui là-dessus, quoi.
il y a quand même C'est vrai que tu as ce biais cognitif, Nico. Dès qu'il y a le maillot équipe de France, bam, le mec, allez, banzai, quoi. En filigrane de ton message, ce que tu dis aussi, enfin, tu évoques aussi la culpabilisation qu'il y a derrière ce genre de message. Corinne, toi d'abord, tu en penses quoi de l'acte et de la médiatisation du message d'Andy Simons? Qu'est-ce que tu en penses? Et est-ce que la culpabilisation te touche toi? Pas trop, parce que finalement, tu voyages relativement peu pour aller courir. Bah, disons que Andy, moi, je le connaissais comme athlète pour avoir couru avec lui. Il habite du côté de Pertuis. Bon, il a quand même une piscine. Je trouve que c'est quand même un petit peu extrémiste. Bon, après, voilà, moi, je trouve que c'est un peu extrémiste. C'est une prise de conscience qu'on aurait déjà dû avoir depuis 30 ans. Et d'un coup, ça sort, c'est le sujet, on parle que de ça, chacun veut réduire son empreinte carbone. Donc, je pense que c'est des prises de conscience qu'on aurait déjà dû avoir depuis très, très longtemps, d'utiliser le vélo, de se déplacer, de ne pas trop prendre l'avion, de faire un peu à l'ancienne. Moi, j'ai vécu comme ça, un peu comme Nico, il dit, il peut être à 10, 15 degrés. Moi, je suis un peu à l'ancienne aussi, je vis un petit peu dans l'économie et j'ai jamais trop pris l'avion pour mes loisirs, pour ça. Et c'est vrai que, voilà, je pense que c'est personnel à chacun, en fait. Hein. Mais là, je trouve que ça fait beaucoup de remue-ménage, tout ça. Et on réalise d'un coup qu'il ne faut plus prendre l'avion, c'est quand même des championnats du monde. Donc, je dis, tant qu'à faire l'effort, tu y vas une fois et c'est des championnats du monde et c'est tout. Mais c'est plus important que de voyager pour toi, pour aller te faire bronzer sur une plage et tout. Voilà. Et bon, c'est des choses qu'on aurait déjà dû vraiment faire depuis longtemps. Robin, tu n'as pas parlé, si tu as parlé un petit peu, mais je rebondis encore sur la culpabilisation, notamment pour donner la voix à nos camarades Ludovic Collet, que je citais tout à l'heure, et Florence Morisseau, qui en off nous parlait beaucoup de ce sentiment d'oppression face à la culpabilisation de ce genre de message, ce qui ne veut pas dire qu'ils sont contre le message. Je suis vraiment tout à fait d'accord avec ça. C'est vrai qu'on a l'impression que du coup, on est un petit peu observé entre ceux qui vont manger de la viande, ceux qui vont pas en manger, ceux qui vont prendre l'avion. Et toi, tu vas comment au boulot? Ah, tu vas pas en vélo? Ouh là là, attention. Le plus dramatique dans cette affaire, c'est qu'Andy Simons, qui est quand même un talonneur convaincu, n'ira pas en Thaïlande pour chercher du pétrole. Et ça, c'est dramatique parce qu'à l'heure où effectivement, il commence à y avoir des pénuries, des petits conflits avec la Russie, à un moment d'aller chercher du pétrole potentiellement en Thaïlande, ça aurait été pas mal. Après, heureusement, Adrien Séguré, parce qu'il est malin, Adrien, il a sélectionné des talonneurs fous. Ludo Pomeray. Ouais, voilà, il a sélectionné Pomeray. Il a sélectionné Garivier. Alors, Garivier, on pourra dire ce qu'on veut, hein, mais ça attaque bien talon, parce que j'ai regardé les vidéos, les ralentis, la descente du Grand Col Ferré, c'est un enfer. Nico, il rigole, mais il fait partie de cette délégation de forage également. Donc, il y a un moment aussi, peut-être en France, on a cette réflexion d'aller chercher du pétrole, ce qui n'est pas bête. Bon, écoute, voilà, je ne pensais pas que ça allait se terminer comme ça, mais peut-être que notre ami Hugo veut finalement conclure la discussion. Ouais, faut se mettre d'accord sur les chiffres là, parce que ça va être moi, compliqué, on n'est pas vol, scientifique, les amis. ouais, le vol Lyon-Bangkok, tu vois, j'arrive à le trouver à 500 kilos de CO2, hein, donc aller-retour 1 tonne. Hein. Bon, une chose est sûre, c'est que non, mais ça, c'est un truc de propagande, ça. On peut chipoter, mais une chose est sûre, c'est qu'il y a une empreinte carbone à prendre l'avion. Ça, c'est une certitude. Après 1, 2, 3. Non, mais après, faut compter correctement. Ils nous font rire, les mecs, avec la viande. Moi, j'ai démontré par A plus B en podcast que suivant la viande que tu achètes, en fait, tu peux même être. Enfin, pas en émettre, mais tu as les agriculteurs qui revendent leur CO2 à d'autres entreprises. Enfin, bon, bref. Ouais, les chiffres, faudrait que ce soit sérieux 2 minutes à un moment donné. Mais les simulateurs, ça va de 1 à 4 ou 5. Je pense qu'il y en a qui sont faits par les compagnies aériennes, justement, parce que c'est un sujet aujourd'hui majeur et donc de diminuer. Mais je pense qu'on est quand même plutôt plus près des 4 à 6 tonnes que des 1 tonne aller-retour. Je sais pas, il faudrait qu'elle vérifie, Sandrine Rousseau, là. Elle est enseignante, là. Qu'est-ce qu'elle fait? C'est important. Ce qui serait intéressant quand même, c'est que
on s'habitue peut-être à chacun individuellement Non! avoir une bonne idée de… toi, tu l'as fait déjà depuis longtemps, mais d'avoir une bonne idée chacun de notre impact. C'est pas facile, hein, un bon début. franchement. C'est pas évident. Puis, Pas effectivement, il y évident. a plusieurs simulateurs. Il y a des billets dans la construction des simulateurs. Mm. Où est-ce que lequel on utilise, lequel est… De toute façon, tout est relativisé à rendu là, puisque c'est impossible d'être Non, mais parce qu'en fait, c'est rigolo ces simulateurs, parce que du coup, tu vois, toi, en fait, parce qu'on est tous on a tous des rythmes de vie un peu différents, et tu vois, toi, ce que c'est ton point faible. Et du coup, tu peux choisir de le corriger un petit peu ou non. Parce qu'en fait, ce qui est intéressant, c'est de réduire les plus grosses dépenses. Si tu vas aller t'embêter pour réduire un pouillème de pourcent, alors qu'à côté, il y a un truc de 20%, il faut réduire là où c'est le plus gros. Et du coup, avec le simulateur, tu te rends compte que toi, tu n'as pas les mêmes actions à mener que ton voisin. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant. Bien, merci à tous les quatre et merci à NAC, partenaire officiel, vous le savez, de la première saison de la Bande AD+. La marque de nutrition sportive a fait une petite entrée fracassante quand même sur le marché français en associant son image évidemment à la Bande AD+, mais aussi à des champions comme Mathieu Blanchard et Marianne Hogan, tous les deux deuxièmes de l'UTMB, ou encore Maud Matisse, Thibaut Garivier, on en a parlé tout à l'heure, ou Arthur Joyeux-Bouillon, qui représenteront tous les deux la France en Thaïlande. Si vous voulez essayer leurs produits plutôt ultra-endurance, il suffit de vous rendre sur le nacbar.com, naakbarc.com, avec le code promo de la Bande AD+, on vous offre 15% de rabais. Le code promo, c'est LBAD et le signe plus. On passe à la rubrique vrai ou faux. La rubrique vrai ou faux par la clinique du coureur. Comme d'habitude, je vais faire une affirmation et vous me dites si c'est vrai ou faux. Et comme d'habitude, on va commencer avec Hugo. Il est fortement… Non, mais vas-y, là, tout le long, c'est moi qui ai fini les Oui, sujets. Là, je commence, là, comme par hasard. C'est ma routine. Il est fortement conseillé à une femme enceinte de cesser… Et puis, je ne suis pas une femme, en plus. Propos misogyne. Il est fortement conseillé à une femme enceinte de cesser la course à pied. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Et bien là, mon petit pote, j'ai écouté le podcast de Nicolas Guilleneuf, la Let's Try podcast avec Blandine Lirondelle et Marion Delespierre. Et qu'est-ce qu'elle disait déjà? Elle disait qu'on pouvait courir encore un peu, passer les 6 mois et il fallait ensuite être très, très à l'écoute. Évidemment, elle ne recommandait pas de battre le record du monde de marathon, mais on peut courir. J'ai envie de te dire oui. Très bien. On peut conseiller ce podcast qui est sorti récemment de Let's Trail podcast. Corinne, est-ce qu'il faut s'arrêter de courir quand on tombe enceinte? Après, moi, ça dépend. Je pense jusqu'à 6 mois, tout ça, tu peux encore un petit peu trottiner. Donc, c'est plutôt faux. Alors. Après, je dirais donc c'est plus conseillé de marcher et de réduire un peu après les 2-3 derniers mois, quoi. Voilà. Ok. Robin, vrai ou faux? Eh bien, écoute, moi, j'ai les mêmes écoutes que notre cher Duc. Donc, je suis évidemment d'accord avec lui. Donc, c'est une fausse recommandation. Et Nico? Ouais, moi, je rejoins mes 3 camarades. À part contre-indication, on peut continuer l'activité jusqu'à l'approche de la naissance du bébé. Effectivement, c'est totalement faux. Alors, j'espère que ce que je vais vous dire là va être complémentaire à tout le moins de Let's Trail Podcast sur le sujet. Dans le cas d'une grossesse sans complications, évidemment, on parle d'une femme enceinte qui est dans d'excellentes conditions de santé. L'activité physique, au sens large, devrait être commencée ou poursuivie le plus tôt possible. Elle peut être répartie sur un minimum de 3 séances par semaine à raison de 30 minutes par jour à intensité modérée minimum. Comptez 150 minutes d'activité physique par semaine au moins. Il faut éviter évidemment les sports à risque de chute et de traumatisme, évidemment. Mais la course à pied, elle n'est pas dans cette liste des sports à éviter. Donc, il est plutôt conseillé à une future maman de poursuivre la course à pied si elle la pratique couramment depuis au moins 3 mois. Les mythes en la matière, il y en a beaucoup. Courir peut déclencher l'accouchement. C'est faux. Le liquide amniotique dans lequel baigne le bébé rend l'utérus incompressible, donc aucun impact sur le fœtus. Courir va priver le bébé d'oxygène. C'est faux. Les études montrent qu'il n'y a aucun changement important dans l'apport sanguin à l'utérus et au cordon ombilical pendant et après l'effort.
Courir entraîne un retard de croissance chez le fœtus. Autrement dit, la maman risque de donner naissance à un bébé trop petit. C'est faux. Il n'y a pas de différence entre l'âge gestationnel de naissance et le poids de naissance chez les femmes qui ont couru durant leur grossesse et celles qui n'ont pas couru. Et le poids du bébé n'est pas affecté non plus par la distance moyenne parcourue. Courir entraîne l'incontinence de la future mère. C'est faux aussi. Une étude a été menée sur des femmes athlètes enceintes comparée à des femmes enceintes qui ne courent pas. Il n'y a aucune différence significative. La course à pied n'est pas un sport qui va augmenter le risque à devenir incontinente. Enfin, courir entraîne un périnée trop serré pour accoucher, c'est faux, évidemment. Une étude de 2019 qui a comparé, là encore, des femmes enceintes qui ont couru pendant leur grossesse et des femmes enceintes qui n'ont pas couru, a constaté que dans le premier groupe, il n'y avait pas plus recours à l'épisiotomie, à l'utilisation d'instruments pour sortir le bébé ou à la lacération pyrénéale. Bref, tout ça, c'est que des mythes. Vous êtes enceinte, vous êtes coureuse et en bonne santé, je précise bien en bonne santé, je ne suis pas médecin, en restant à l'écoute de vos sensations surtout et en lien avec votre médecin, vous pouvez normalement continuer de courir sans risque et de courir a priori même longtemps. Je ne rentre pas évidemment dans les détails ici, j'espère que l'information essentielle est passée et surtout, je vous renvoie au livre de la clinique du coureur, La santé par la course à pied. C'est une bible pour les coureurs, je le dis le plus sincèrement du monde. Tous les sujets y passent, c'est à la fois pointu et vulgarisé, ça suit l'évolution de la science, pour ça qu'il y a plusieurs éditions qui vont se suivre, on en est à la 2e. Vous pouvez commander ce bouquin de Blaise Dubois et Fred Berg, publié aux éditions Mons, sur le site web de la clinique du coureur. Et puis je vous propose de passer maintenant à la question Nolio, la question de la plateforme en ligne d'entraînement. La question Nolio. Et ce sera la dernière question du jour, le dernier sujet du jour. Le jeune ultra-trailer Mathis Granier, 24 ans, est sorti récemment d'une longue période de silence sur ses réseaux sociaux. Il raconte son gros coup de mou après sa victoire à l'Ultra Race de la Maxi Race à Annecy il y a un an. À ce moment-là, pour lui, c'était la récompense d'un entraînement acharné. Il découvrait le succès, la médiatisation aussi un petit peu. Sur Distance Plus, on a d'ailleurs écrit un article à son sujet lorsqu'il a tenté de battre le record du monde de D+, en 24 heures, un sujet que connaît bien Hugo. Il nous avait raconté notamment que pour se préparer, il avait accumulé 435 heures d'entraînement pour 200 000 mètres de dénivelé en quelques mois. Je ne me souviens plus précisément la durée, mais c'était assez affolant. Et puis, ça a dérapé. Je vous lis un extrait du texte qu'il a publié sur les réseaux sociaux pour être fidèle à ses propos et pas seulement vous livrer une interprétation de ce qu'il a dit. Ces derniers temps ont été très compliqués. Perdant l'envie et le sens de courir, j'ai eu besoin de temps pour reprendre du recul pendant ce long moment très bas. Suite à ma victoire à l'Ultra de la Maxi Race, fin octobre dernier, je n'ai jamais vraiment réussi à retrouver le même goût qu'avant pour le trail et pour le sport en général. J'ai payé le prix de 2 dernières années à borner toujours plus, à enchaîner des semaines de 30 heures d'entraînement et de 40 heures de boulot en mettant trop de côté ma vie perso. Je n'y trouvais plus de sens ni de plaisir. C'est pourquoi j'ai petit à petit diminué jusqu'à ne plus faire grand-chose. Aujourd'hui, je commence à retrouver l'envie de repartir courir en montagne et de retrouver le pourquoi. Je suis très loin du niveau que j'avais, mais j'ai envie de montrer qu'on peut tomber très bas sur le plan mental et se relever. Je referai des courses l'an prochain, en 2023 donc. J'ai déjà quelques idées de belles bambées en tête. Donc, c'est l'occasion pour nous, à travers lui, évidemment, on ne va pas forcément parler de Mathis Granier, mais plutôt de son exemple. Et en plus, je pense que c'est un de ses souhaits, puisqu'il publie ce texte pour servir d'exemple. C'est pour nous l'occasion de parler de la gestion des objectifs et puis de l'aspect mental, de l'engagement qu'on va mettre dans une épreuve. Nico, je te redonne la parole pour débuter. T'en penses quoi de cette situation-là? Tu es coach, tu dois avoir, puis en tant qu'athlète, tu as dû aussi avoir à gérer tes objectifs, B, A, tes grands objectifs pour lesquels tu t'engages pleinement, puis les objectifs arrivent, se réalisent, qu'est-ce qui se passe après, etc. Qu'est-ce que tu en penses de ce texte de Mathis Granier, de sa situation en fait?
Moi, ma vision que j'ai en tant que coach, que j'essaye de m'appliquer maintenant en tant qu'athlète, mais c'est plus facile quand tu as du recul, c'est que, en fait, et Kylian a dit la même chose. Il a parlé d'un de ses profs qui lui avait dit qu'il faut se concentrer sur le process. Et en fait, pour durer, la clé, c'est d'être passionné d'abord par l'entraînement. Au-delà de toute notion de résultat, alors bien sûr, on ne s'entraîne pas à être mauvais. Sauf certains, mais normalement, c'est pas le but. C'est quand on s'entraîne à être mauvais, c'est qu'on n'a pas compris certaines logiques et qu'on s'enferme dedans. Mais c'est vrai qu'on vit une époque où voilà, il y a les réseaux sociaux, il y a le toujours plus. Moi, en tant que des athlètes, j'enchaîne 30 heures d'entraînement. Moi qui suis athlète de haut niveau, moi je pense que des semaines, alors que je fais pas de l'ultra certes, mais des semaines à 30 heures dans ma carrière, je pense que je les compte sur le doigt d'une seule main. Peut-être les deux, mais encore même pas sûr. C'est stratosphérique, 30 heures par semaine. Alors même si tu fais de la rando course, c'est énorme. Et je pense qu'on a oublié qu'à un moment donné, l'entraînement, ça fait progresser. Mais l'entraînement, ça vient générer un stress et c'est l'adaptation à ce stress qui fait progresser. Et en fait, on est tombé dans une logique où, ouais, qui c'est qu'en fait le plus? Mais en fait, est-ce que le but, c'est d'en faire le plus ou le but, c'est d'en faire d'une manière intelligente pour soi-même? Alors, l'optimum, il varie d'un individu à l'autre parce qu'on a des méthodes d'entraînement un peu différentes. On va avoir tendance à aller plus ou moins vite. Donc, pour le même kilométrage, même à niveau égal, il y a des coureurs qui vont courir un peu plus longtemps et d'autres moins longtemps. Donc, il y a des petites variations. Mais globalement, il faut se concentrer vraiment sur le process. Comment j'essaye d'être performant, si c'est l'objectif, parce que ce n'est pas forcément que l'objectif, faire des compétitions juste pour prendre du plaisir. Et garder toujours du recul sur sa pratique. Thomas Rella dirait le trail, c'est la première chose des choses secondaires. Thomas Après, Lord-Blanchet. Ouais. Chacun fait ce qu'il veut. Moi, c'est devenu le sport un peu le centre de ma vie. Mais voilà, j'ai connu quelques périodes de blessures. Ouais, bah, quand je ne peux pas faire de sport, je ne peux pas faire de sport. Tu vois, c'est pas très grave. Et je pense qu'après, c'est pas non plus qu'un échec parce qu'on a aussi le droit d'avoir des idées différentes dans la vie et d'arrêter de faire du sport, de recommencer. Donc voilà, c'est plus être heureux, je crois, avant tout quand tu pratiques. Après, tu as le droit d'arrêter. Il ne faut pas non plus t'enfermer, tu vois, dans cette identification au statut, par exemple, d'athlète élite. Voilà, moi, des fois, je me questionne. Mais je le dis souvent, j'aime presque plus la vie du sportif de haut niveau que la compétition en elle-même. Moi, demain, si j'étais sûr de pouvoir continuer à vivre comme je vis sans faire de compétition, j'en ferais sûrement quelques-unes parce que j'aime bien ça. Là, en ce moment, je suis hyper motivé pour préparer le championnat du monde, mais tout le temps répéter des préparations, bah ouais, non. Moi, ce que j'aime, c'est faire du sport, passer 3-4 heures dehors par jour et puis se sentir vivant parce que c'est ça qui, pour moi, m'intéresse dans le sport au-delà de la performance, quoi. Et puis à la limite, tu peux même juste enfiler un chandail de l'équipe de France, puis tu vas courir dans le Trièves et t'es bien. Ouais, mais puis en plus, tu vois, finalement, je critique un peu les réseaux, mais tu vois, Strava, là-dessus, je trouve que si c'est bien utilisé, c'est aussi marrant parce que ça te permet de faire la compète, tu te testes dans une bosse, hop, tu montes la bosse à fond. En vélo, c'est encore plus compétitif parce qu'il y a moins de possibilités. Et tout de suite, tu dis, ah, bah voilà, si tu vas sur faire un grand col des Alpes où le Tour de France est passé, bah, poum, sans faire de compétition, tu vois direct où tu te situes par rapport au niveau mondial. Donc, ça a aussi des intérêts, mais c'est, je pense, avant tout le fait de ne pas trop s'identifier à ça qui conduit les gens à s'enfermer là-dedans. Et à un moment donné, ouais, la chute, elle est parfois un peu compliquée, quoi. Hugo, tu nous fais des faces assez rigolotes. Pour ceux qui écoutent en mode podcast, malheureusement te ratent. C'est dommage, je me suis tout au long. coiffé Ouais, et mais tout, je pense que si j'avais le temps, je ferais un montage de toutes tes petites faces. C'est assez rigolo. Ouais, fais ça. Ah, mais j'écoutais Nico, je bois ses paroles à chaque fois que l'intendant du Trièves s'exprime. C'est toujours intéressant. Toi, je te niaise un petit peu avec ça régulièrement, mais tu étais un bornard, un peu comme Mathis, et tu as parlé tout à l'heure de ta fougue de jeune trailer. Mathis est jeune, et je pense que ça, c'est une notion importante à mettre dans le débat, la jeunesse, le manque d'expérience d'une certaine manière, qu'on soit bon ou pas bon, enfin performant ou pas performant. T'en penses quoi? Est-ce que c'est quelque chose dans lequel tu aurais pu tomber toi aussi? Et c'est quoi les outils dont parlait Nico notamment pour ne pas tomber là-dedans? Parce que c'est bien de savoir qu'il ne faut pas tomber là-dedans, mais comment on fait pour ne pas tomber là-dedans et se dire qu'on a peut-être trop borné alors qu'on a envie de ça? Il faut avoir une meuf et des enfants, c'est encore pire.
Ouais, mais en ce moment, enfin, dans notre génération, à la jeune vingtaine, c'est quand même l'exception. Ben, 2 alors. Ouais, non. Non, non, mais Mathis, je vois exactement comment il a fait. En fait, le gars, tu vois, il se met à courir, puis il pratique tout. Hein. Il pratique le vélo, le ski. Ce qui fait que quand, en fait, il a un petit peu moins envie de courir, bah, derrière, il va faire du vélo. L'hiver, il va skier, tout ça. Il croise Pire que ça, il allait en vélo avec les skis accrochés dessus, skier, et il redescendait en vélo. Et le gros problème, c'est la descente. Il se caillait, enfin, c'était terrible. Il mettait son corps vraiment en rude épreuve, même pas par l'entraînement, mais simplement par les conditions climatiques atroces. Enfin, quand tu descends 15 km sur une route qui fait -5, après être rentré dans le ski de fond et après être monté en vélo, ça laisse des traces. Et ce qu'il y a, c'est que tu en fais un petit peu au début. Vu que tu adores ça, tu en fais de plus en plus. Plus tu en fais, plus tu es adapté. Donc, tu as moins de courbatures, tu as moins de fatigue, tu as moins de ceci, tu as moins de cela. Et par contre, hormonalement, bah, tu commences à chuter. Et puis, à un moment donné, il y a le point de rupture. Et puis, le point de rupture, bah, ça y est, il l'a atteint. Et ça s'appelle le surentraînement. Ouais. Et du coup, je pense que ça doit se mesurer. Hein, si on fait des suivis, bon, après, c'est un peu chiant. Hein, c'est des prises de sang, ça coûte un peu cher et tout. Mais si tu fais des suivis hormonaux, ben, à un moment donné, tu dois te rendre compte que le gars, il descend, puis il ne remonte plus. Et puis, si tu le questionnes, il va te dire, bah, j'ai plus envie d'y aller, j'ai plus envie de ci, j'ai plus envie de ça. Chez les femmes, il y a le syndrome RED S qui commence à être un petit peu, voilà, il y a quand même pas mal qu'en parle. Et chez les hommes, en fait, c'est le syndrome, je me lève le matin, je ne bande pas. Quand c'est plusieurs matins de suite, ça veut montrer que vous êtes un peu… Non, mais si, Nico. Oui, c'est une chute de la c'est comme ça que tu le vois. Absolument. Quand tu n'as plus envie de rien. Et puis, bah, ça, c'est vraiment la représentation physique. Et du coup, c'est ça. En fait, tu es piégé parce que tu en fais de plus en plus. Tout va bien. Et puis, d'un coup, bah, il n'y a plus l'envie. Il n'y a plus le… Mais je te repose la question, Hugo, c'est quoi les outils? Ça, c'est les constats terribles. Mais en gros, c'est déjà trop tard. Comment on fait pour les auditeurs, par exemple? On a forcément des athlètes qui sont là-dedans, qui y vont tous les jours, qui sont acharnés, qui aiment ça, parce que Mathis aimait ça. On est très nombreux à aimer foncièrement. Ouais, mais il s'y remet en plus. Là, tu vois, 1 an après, il s'y remet un petit peu. Mais au-delà de Mathis, qu'est-ce qu'il faut donner comme conseil pour ne pas aller là, pour ne pas tomber là, parce que quand tu nous parles par exemple, des tests, etc., on est déjà rendu ailleurs, on est déjà rendu au point où on essaie de trouver on a un problème et on va voir un médecin ou des médecins pour faire des analyses. Sans aller jusque-là, on fait quoi? C'est sûr, là, tu n'es pas rendu. Mais je pense que tu cadres un peu les choses, c'est-à-dire tu réfléchis, tu dis, attends, je pratique ce sport, mais pourquoi je le fais? J'ai un objectif, j'ai un objectif de résultat sur telle course. Quelle est la manière la plus pertinente d'y aller? Est-ce que finalement, mes propres choix, mes propres décisions sont forcément intelligentes, pertinentes? Ou est-ce que je dois me faire accompagner par un coach Alors après, on peut débattre. Bon, ça, c'est quand même un méchant bon outil que tu donnes. Se faire accompagner d'un coach, ça paraît… par Nico, par exemple. Nico et… j'ai plus de place. Et d'autres, mais fais plus cher, tu auras des gens qui faire votre marché dans les membres de la bande. Là, ça commence à être, c'est un beau groupuscule de coachs. Nico, oui, il faut. En fait, à partir du moment où tu pratiques un sport de manière plus ou moins intense, extrême, enfin, tu mets tout, t'y vas, quoi. C'est le truc. T'en parles quand t'es au boulot, t'en parles quand t'es en famille. Voilà, tu pratiques vraiment à fond. Bah, à ce moment-là, faut être suivi parce que sinon, ça part dans tous les sens. Ne serait-ce, il peut y avoir cette dérive-là, puis il peut y avoir la dérive de faire trop de courses ou d'autres trucs. Donc, ne pas se faire confiance finalement, ne pas se faire confiance et se faire aider. Ouais, voilà. Après, c'est pas parce que tu as un coach que tu peux pas discuter avec lui en lui disant ouais, t'es sûr, moi je pense différemment. Tu discutes, tu vois, tu fais des compromis, etc. Mais au moins, tu as un garde-fou. Et le garde-fou, si tu es tout seul, tu peux pas parce que tout seul, en fait, tu te confortes dans ton schéma de pensée. Et voilà, tu peux faire l'exemple pour plein de points de vue. Si d'un coup, tu vas passer 2 mois dans une cahute, quand tu reviens, en fait, tu as des certitudes par rapport à toi-même qui ne sont pas les mêmes que celles qu'a la société. Absolument. Voilà. Corinne, je t'ai pas fait, je t'ai pas questionné sur le sujet. Ça t'évoque quoi, toi, l'attitude de Mathis? Tu en as vu plein des petits jeunes, plein de talents qui se sont peut-être un peu tués à la tâche, même dans le plaisir. Ça t'évoque quoi?
aujourd'hui, on est dans une société, on n'est plus dans une société de loisirs. J'ai l'impression que les gens font un peu plus de sport, ils sont un peu plus professionnels. Du coup, on évoque beaucoup le problème de la bigorexie, de l'addiction au sport. Et c'est parce que c'est vrai que par rapport à avant, les gens, ils ont un peu plus le temps et il y a plus de professionnels, il y a beaucoup de coachs sportifs. Donc, c'est vrai que c'est toujours plus. Donc, du coup, je pense que voilà, tu t'entraînes toujours plus. Bon, après, tu as quand même des meilleurs conseils, tu es quand même mieux pris en main. Mais après, du coup, ce qu'il faut toujours penser, qu'il ne faut pas perdre il faut toujours avoir envie d'y aller, d'aller s'entraîner, mais d'être à l'écoute de son corps, de se faire plaisir. On va dire parce qu'à partir du moment où tu perds la notion de plaisir, de toute façon, voilà, tu tombes dans la déprime, dans la dépression. Je ne vais pas citer quelqu'un que j'ai aujourd'hui au téléphone qui est d'Albertville, j'ai remonté le moral. Elle est dans la dépression, voilà, et alors qu'elle aurait tout pour être heureuse. Et je veux dire, c'est quand même simple de se dire, bon, ben voilà, je vais aller dans la nature, je vais m'entraîner. C'est peut-être aussi parce que voilà, on a plus de temps, donc plus de moyens, toujours plus. Et du coup, je vois qu'en même temps, les jeunes, des fois, voilà, c'est notre époque, quoi. Tu es déjà tombé là-dedans au cours de ta carrière parce que l'impression que tu nous donnes, c'est que toi aussi, tu es tout le temps à la montagne, etc. Donc, j'imagine que, Oui, je ne sais pas si tu es bigorexique, mais l'activité physique fait totalement partie de ton quotidien. Est-ce que tu es tombé oui. là-dedans? Est-ce que tu as eu ces difficultés-là avec la trop de pratique? Non, non, parce que du coup, moi, j'avais des boulots qui me rythmaient, donc j'y allais le matin ou le soir, et puis j'y allais toujours avec une motivation, j'y allais, quoi. Et peut-être enfin, je ne vais pas reprocher, mais en fait, moi, je suis une autodidacte, j'ai jamais eu de coach ou d'entraîneur, et en fait, j'ai toujours gardé une motivation intacte, quoi, comme ça, parce que je suis quelqu'un qui a toujours eu une envie d'être dehors, et j'ai pas connu voilà, ça, quoi, de dépression par rapport au sport. Voilà. J'ai connu de la dépression dans d'autres domaines, mais pas par rapport au sport. Voilà. Le sport t'a plus sauvé Oui, ah oui, aidé oui, dans moi, le. c'est le sport qui m'a sauvée dans beaucoup de domaines. Le sport, pour moi, ça a été salvateur, comme on dit, ça m'a sauvée, ça m'a aidée. Voilà. Robin, alors tu connais peut-être Mathis, vous êtes tous les deux d'Annecy, alors ça ne veut pas dire que tu connais tout le monde non plus, mais bon, j'imagine que tu sais qui c'est. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter à cette discussion fort Alors, intéressante? ouais, Mathis, je ne le connais pas personnellement et on va dire d'un point de vue un petit peu médical, scientifique, je crois que mes trois comparses ont bien parlé encore une fois. Là, ce que je vais dire, c'est absolument pas médical et c'est surtout ce qu'il ne faut pas faire. Mais paradoxalement, moi, en tant qu'un peu vieux père castor du trail, j'adore les histoires de mecs qui explosent, quoi. J'adore les Kuprika qui font 1000 miles en 5 semaines pour préparer la Leadville. 1000 miles en 5 semaines, ça fait 320 bornes par semaine. Enfin, je veux dire, après, c'est bizarre, j'ai le pied cassé, je comprends pas, mon plateau tibial, il est cassé, quoi. Et moi, juste d'un point de vue un peu storytelling, histoire, alors c'est un peu dégueulasse de dire ça, mais moi, ça me fait rêver, en fait. Ça me fait rêver de voir un Kuprika se briser les os après avoir gagné la Leadville. Ça me fait rêver de voir un Kai Skaggs complètement partir en espèce de burn-out sportif après avoir gagné la Hard Rock à 23 ans, 23h23. Donc juste d'un point de vue storytelling, histoire, je trouve qu'il y a des très belles histoires de gens qui ont complètement explosé. À ne pas reproduire chez vous, mais ça fait quand même des belles histoires et ça fait des beaux papiers, quoi. Mais c'est ça, on est dans l'histoire et on est aussi dans l'histoire, au-delà de l'humour, etc. On peut s'inspirer quand même de ce qu'il ne faut éventuellement pas faire. Et puis, tu parles d'Anton, mais ça fait un peu comme des Kylian et ce genre de personnalité-là. On est dans des exceptions aussi. On a... Nico, je t'ai un peu coupé la parole tout à l'heure. Tu voulais compléter sur le sujet du surentraînement? Ouais, ce que disait Hugo, c'est vrai, c'est que soit tu as voilà, une appétence pour l'entraînement, pour la compréhension, mais c'est vrai que ce que dit Hugo, c'est pas ce qu'il disait, c'est pas forcément trop tard, hein. Tu vois, moi j'ai parlé de moi parce que c'est sur moi que j'ai le plus de retours, mais
Tu vois, par exemple, quand je m'entraîne, il y a une première phase où je vais super bien dormir la nuit. Tu vois, je vais me sentir fatigué, je vais me coucher, je dors super bien, je dors profondément. Puis il y a un deuxième stade où je m'entraîne plus encore, tu vois, et puis là, je dors de moins en moins. Et ça, c'est un truc, pendant longtemps, j'y ai pas trop prêté attention. Et maintenant, je me rends compte que, en fait, quand je commence à être là, c'est oulala, attention. Là, parce que, en fait, on n'est pas surentraîné ou pas surentraîné. Il y a des stades où on commence à avoir de la surcharge et on passe pas complètement au surentraînement. D'ailleurs, le surentraînement, le vrai surentraînement, ça peut être 6 mois, 1 an pour s'en remettre. Les gens, parce que Voire pas du tout, hein. Ouais, il y a des voire pas histoires. du tout. Il On y a a des un histoires exemple d'un coureur, Hugo qui connaît un peu le vélo de la FD, qui était à la FDJ, qui a été 2 fois champion de France, Arthur Vichot, qui a fini dans un syndrome tellement marqué qu'ils ont fait tout ce qui était possible. Ils n'arrivaient pas à le Il remettre y sur avait pied. Emilien Vianney aussi. Ouais, ils ont dû arrêter leur carrière. Ils en ont cramé du bonhomme. Hein. Alors, jusqu'à présent, on était un peu épargné par ça. Souvent, dans les sports comme les nôtres, et Robin, c'est ce qu'il dit avec Anton, c'est que souvent, comme c'est très traumatique la course à pied, tu as des blessures qui t'arrêtent. Mais on se rend compte que maintenant, avec des athlètes, comme par exemple Kylian, qui ont couru très tôt dans leur carrière, ils sont très adaptés. Donc, c'est pas sûr que ça casse avant de tomber dans des déséquilibres hormonaux, ce genre de choses. Et après, il y a des outils, il y a la variabilité de la fréquence cardiaque. C'est vrai que la technologie, ça a du bon là-dessus, c'est assez simple. Mais bon, déjà, suivre sa fréquence cardiaque, se tester régulièrement. Par exemple, à l'entraînement, on ne doit pas trop régresser. Quand on régresse de manière sur une longue Drastique. durée, ce n'est pas bon signe. C'est-à-dire que oui, alors bien sûr, si tu vas essayer de faire ton record du KV après t'être enquillé 3 ou 4 heures de navette en montée-descente ou après avoir fait 6 heures de randonnée, de rando-course un peu active, évidemment. Mais par contre, si après t'être reposé une semaine après avoir fait ça, de nouveau, tu es bien en dessous de tes standards, c'est que là, il faut se poser des questions et toujours se rappeler que pour être performant, déjà, faut être quand même apte à produire de la performance et les gens sous-entraînés peuvent produire des bonnes performances. Alors, peut-être pas leur optimal, mais pas si loin que ça. Alors que les gens surentraînés vont toujours sous-performer. Et ça, je pense que c'est toujours quelque chose qu'il faut garder à l'esprit. Alors après, quand on parle de très haut niveau, peut-être qu'on peut prendre des risques. Peut-être que des fois, on peut jouer avec la ligne rouge. Moi, ça m'est arrivé, je pense, d'avoir été dans ces situations-là. Alors, pas du vrai surentraînement, mais de la vraie surcharge. Après, voilà, je sais En pourquoi. conscience. Si c'est en conscience, les choses sont un peu différentes. Voilà, avec du recul, je me suis dit, quand j'ai eu ma fracture de la tout le monde m'a dit, t'en as trop fait. Bah ouais, mais en fait, moi, mon objectif, c'était d'être champion du monde. Tu ne deviens pas champion du monde en restant dans ton canapé. Alors, évidemment, que je ne le suis pas devenu en ayant une fracture de fatigue, que si j'en avais fait moins, j'aurais eu une chance de prendre le départ. Voilà, après, ça fait partie de l'expérience. On en tire toujours du positif sur de la compréhension de soi. Mais voilà, il y a pas mal d'outils, mais je pense quand même que c'est à encadrer et puis avoir un œil extérieur, même quand on est compétent, et on le voit, des gens qui sont coachs, mais qui ont aussi un coach, parce que voilà, c'est pas toujours facile d'être objectif avec soi-même. On le voit dans le sport, mais dans tous les domaines de la vie, quoi. L'outil dont tu parlais, la fréquence cardiaque, le suivi de la fréquence cardiaque, c'est quelque chose qu'on peut tous faire. Hein. C'est pas compliqué de suivre sa fréquence cardiaque, on est d'accord. Ouais, alors la fréquence cardiaque, c'est pas forcément facile à analyser parce que tu peux avoir une baisse de ta fréquence cardiaque de repos plutôt parce que tu progresses ou plutôt parce que tu es fatigué. Mais Le suivi longue durée qui est intéressant. ouais, le suivi de la VFC, c'est pas non plus si compliqué que ça à faire. Voilà, alors après, c'est une routine à mettre en place. Tu peux faire ça au lever. Et il y a des applis je pense que la plupart des gens qui ont des cardio aujourd'hui, ils ont des cardios qui font ça. Et voilà, ça te donne déjà une tendance. Tu vois, moi, c'est toujours un faisceau aussi d'indices. C'est-à-dire que si tu as un indice qui te dit que tu n'es pas bien et tous les autres indices qui te disent que tu es bien, tu vas dire, OK, je suis bien. Par contre, si là, je me sens un peu fatigué le matin, j'ai du mal à me mettre en route, je ne dors pas bien la nuit. Et puis, là, tiens, la VFC me dit que je suis vraiment fatigué, puis j'ai des mauvaises sensations sur les séances. Bon, là, à un moment donné, c'était dans le déni si tu ne te dis pas, tiens, il y a un problème, il faudrait que je me repose, quoi. Mmh. Bon, on a beaucoup parlé du surentraînement. Je trouve que le sujet est très intéressant et on le boucle ici. On a moins parlé d'une des autres fenêtres que j'avais ouvertes tout à l'heure sur les objectifs, la gestion des objectifs. Mais on y reviendra dans un prochain épisode de la bande AD+, assurément. Je pense que le sujet est pas mal complet, entre guillemets, sur le surentraînement en tout cas. Et puis, bien sûr, on va souhaiter un bon rétablissement à Mathis, puis surtout de meilleures heures, même si… s'il continue comment dire, à se surentraîner, ça fera les plaisirs
de Robin et de belles histoires à raconter dans l'avenir. À ce sujet, j'y pense. J'ai vu Thomas Allaire-Blanchet, il a fait une belle infographie sur les erreurs classiques en course à pied. Donc, ça a fait écho au sujet et c'était assez intéressant à retenir 10 grandes erreurs qu'on commettait. Donc, allez jeter un œil sur ces réseaux. Classé par ordre. Classé par ordre, ouais. La Excellent. première, la plus importante. J'invite d'ailleurs tout le monde à regarder les infographies de Thomas. Elles sont généralement ultra pertinentes et bien vulgarisées, simples à comprendre, même pour quelqu'un comme moi. Merci à tous les quatre. Merci à notre cher partenaire, donc la plateforme d'entraînement Nolio, qui semble, il nous refait encore des faces, de plus en plus faire… Non, tu voulais parler? Ah, tu me disais, Ouais, attends. en fait, maintenant qu'on a fini, juste pour te dire, c'est Mathis Granet, pas Granier. Ah, c'est Granet, mais on n'a pas fini. Donc, on est complètement dans ok, l'enregistrement. bah, on y retourne. Mais très bien, Granet. Et j'ai dit Granier depuis le début. Voilà, tout à fait. Eh bien, parfait. Eh ben, mes excuses à Mathis Granet. Ça le fera rire, t'inquiète. J'espère qu'il n'en voudra pas, effectivement. Et donc, je remercie notre partenaire, Nolio, qui semble faire de plus en plus l'unanimité chez les entraîneurs et notamment chez vous pour le suivi avec les sportifs, avec vos sportifs. Et c'est l'occasion de vous rappeler, chers auditeurs, que nous vous offrons 2 mois gratuits pour essayer la plateforme Nolio. Pour en bénéficier, vous vous abonnez à un compte premium, vous mettez le code LBAD+, PLUS pour plus, et vous vous rendez évidemment pour ça sur le site web nolio.io. La bande L+, c'est presque terminé, mais avant ça, on fait le classique coup de cœur, coup de pompe. Coup de cœur ou coup de pompe? Et on commence avec le coup de cœur de Robin. Robin, c'est à toi, tu as un beau coup de cœur pour nous. Vous allez me dire, ça y est, il reparle encore d'Annelise Rousset, il reparle encore du GR20, salade de cailloux, le mec ne pense qu'à ça, etc. C'est vrai, je ne pense qu'à ça. Mais non, mais coup de cœur. Alors, non pas sur la performance, on en a déjà parlé. Il y a eu d'autres émissions depuis son record là, de mi-juin. Par contre, coup de cœur quand même pour la médiatisation qu'il y a eu autour de ce record. Alors, il y a eu une perf incroyable, mais il y a eu aussi un petit boulot aussi de peut-être ses sponsors, etc. Peut-être d'Adrien. Pas trop d'analyse parce que je sais que c'est pas trop sa tasse de thé, mais en tout cas, il y a eu une sorte de médiatisation qui s'est mise en place après ce record. Il y a un film qui a été fait, que j'ai eu l'occasion de voir un peu en avant-première là, à Annecy. Et puis, il y a eu hier il y a eu un documentaire, un petit reportage sur Stade 2, là, sur France TV Sport. Donc, je trouve ça vachement sympa parce que ça met en lumière quelqu'un qui, à mon sens, est pétri de bonnes valeurs et qui est déjà Annelise est extrêmement forte, mais aussi très, très humble, très modeste, avec un bel état d'esprit. Donc, je trouve que c'est super pertinent de mettre la lumière sur ce genre de personnes qui véhiculent autant de bonnes choses plutôt que sur certains qui peuvent avoir un petit peu le melon. Mais on ne va pas les citer, bien sûr. Et puis le mettre la lumière par rapport au grand public, parce que nous, on parle à des gens qui sont déjà passionnés, mais quand on arrive dans la petite lucarne à Stade 2, qui est une émission sportive généraliste, qui s'adresse vraiment un peu à tout le monde, bien sûr, la plupart du temps, ce sont quand même des gens qui s'intéressent au sport, mais qu'on parle de trail sur Stade 2, émission emblématique à la télévision publique, et dans la foulée de la diffusion sur l'équipe TV, on en parlait dans le dernier épisode du live de l'UTMB, c'est pas mal. C'est notre sport qui est en train de percer une couche de visibilité. Exactement. Et puis là, il t'a passé juste, je trouve, avec quelqu'un qui véhicule vraiment de belles choses sur notre sport. Donc, je trouve que ça fait une super publicité à la fois pour la salade de cailloux qu'est le GR20 et puis même plus largement pour notre sport. Donc, c'est vraiment top. Et le sport féminin au sens large. Et puis Annelise Rousset, on la retrouvera. Tu la retrouveras d'ailleurs toi aussi au Grand Raid de la Réunion, puisque, sauf erreur de ma part, elle est toujours au départ, a priori, de la diagonale des fous. Nico, un coup de cœur pour toi aussi, pour un petit Suisse qui monte. Ouais, bon, il monte depuis un petit moment, hein, mais pour Rémi Bonnet qui a gagné la manche des Golden sur Pikes Peak Ascent. Alors, il s'était bien débloqué 2-3 jours avant en prenant le
le record de l'incline, qui est une partie, je crois que c'était 600 mètres de dénive avec des marches et encore des marches. Il a piqué le record à Joe Gray, qui était aussi sur la course, donc il a dû un peu l'énerver, tu vois, 2-3 Un jours. monstre de la course en montagne, Joe Gray. Ouais, champion du monde à plusieurs reprises de course en montagne. Et donc, ouais, connaissant Joe, ça a dû un petit peu l'agacer et il a brillamment triomphé derrière devant Daniel Ossens et Joe Gray, justement, troisième. Donc voilà, une belle victoire pour Rémi qui a toujours, je trouve, un peu du mal à transformer son talent immense qu'il a en montée sur la plupart des manches parce que c'est pas un mauvais descendeur, mais je pense qu'il descend pas au niveau des tout meilleurs du monde. Mais voilà, il est vraiment impressionnant. Il a battu de manière officieuse le record du monde, enfin le record du KV de Fully. Robin connaît peut-être le chrono, 28 quelque chose, 50, non? Ouais, c'est ça, ça doit être 28, 51. Enfin, il est juste sous le record de Philippe Gotch qui, lui, l'avait fait en course. Donc, j'ai discuté un petit peu avec Rémi et apparemment, il reviendrait du côté de Fuy, là, en Suisse, pour cette fois-ci en course, pour officialiser, exactement. Est-ce qu'on peut considérer, est-ce que vous considérez que Rémi Bonnet est le meilleur grimpeur en trail aujourd'hui au monde? Vu ce qu'il fait On a deux en spécialistes là quand même. en course d'alpinisme, de ski alpinisme aussi, ouais, ça fait partie. Je sais pas si c'est le meilleur, ça dépend du profil aussi. Je pense que si c'est moins raide, il y a certains Kenyans qui sont très forts aussi, mais et ouais, c'est clairement du très très haut niveau mondial. Mais même à vélo, hein, il a des watts de fou. Hein, c'est un grimpeur assez exceptionnel. Après, il y a un moteur. Souvent d'exception chez les coureurs de ski alpinisme, je pense lié à l'activité qui demande beaucoup de force et donc beaucoup de consommation d'oxygène. Mais ouais, c'est impressionnant. Je me rappelle les Golden, moi, ils jouaient sur les finales en 2020, il y avait un maillot du meilleur grimpeur, donc il jouait ça. Et je crois que c'est la troisième étape. Il a fait le départ plus ou moins avec moi. Il était un petit peu derrière moi au pied de la bosse. Et là, il est passé à une allure. Je me suis dit, c'est pas possible. Et on était déjà assez loin de la tête de course. Et en fait, en haut de la bosse, il était revenu sur la tête de course. Donc après, il a fini moins vite. Mais ouais, en montée, c'est vraiment impressionnant. Et puis, victoire aussi de l'incroyable athlète, on en a déjà parlé ici, néerlandaise, Nienke Brinkman, j'espère que je prononce bien, j'ai toujours un peu l'impression que je dis n'importe quoi. 28 ans, 2 courses des Golden Trail World Series cette année, victoire à Zegama, victoire à Pikes Peak. Dégagé, il n'y a rien à voir à chaque fois, devant en plus la championne suisse, Maud Matisse. Coco. Troisième des Europes de marathon aussi. Et troisième des Europes de marathon, là on est sur route, donc c'est juste n'importe quoi. Coco, coup de cœur pour toi aussi. On a parlé plutôt de l'équipe de France de trail et de course en montagne. Toi, tu veux nous parler de l'équipe de France d'ultra-endurance. Ouais, en fait, non, moi j'avais vu la performance des filles là, sur le 100 km à Berlin. Et elles ont fait un record exceptionnel, là, Floriane Hoth et puis Camille Chéniaud, là, en 7h04. J'ai trouvé que c'était vraiment exceptionnel. Voilà. Ben Donc, oui, je ne les connais pas, mais j'ai suivi. Bravo à elle. Et puis, ça résonne aussi avec, il y a quelques jours, les championnats du monde ou d'Europe. Les championnats d'Europe. J'ai comme un trou. D'Europe, si c'est du 24 heures. D'Europe du 24 heures, absolument, où les Français, en l'occurrence, Stéphanie Giquel notamment, a performé. Elle a battu le record de France du 24 heures, 253 et quelques kilomètres à Vérone en Italie. Et les Françaises en équipe ont été vice-championnes d'Europe, avec notamment dans l'équipe l'ultra-traileuse Claire Banwarth, qui elle a couru un peu plus de 232 kilomètres. Avec un record du monde amélioré par le Lituanien Alexander Sorokin. 319 km modestement en 24 heures. Et on peut même dire, alors je sais que c'est le record d'Europe, Nico. Le record du monde, c'est toujours le grec, non? Non, il l'avait battu l'an dernier et là, il a encore rebattu. Pour moi. Il avait fait 309 et là, il a fait 319. Oui, 4,30 de moyenne, 320, Hugo. Pendant 24 heures. 4,30. Écoute, je vais déjà les faire mercredi pendant 1h15, ça ira bien. Hugo, tiens, ton coup de cœur, c'est pour un inconnu. Alors j'ai changé parce que non. si, le féminisme, tout ça, tu sais que moi j'aime bien être au goût du jour.
Ah bah oui, mais quand même, Jim Wemsley, Si, t'allais nous si, parler de Jim ouais, Wemsley ben pour non, une mais fois que du tu nous coup, parles pas de casquette verte, même si tu as non, réussi à le citer dans ni l'épisode. Jim, ni casquette verte, pas de buse, comme disent les jeunes, pas de buse ce soir. Magali Melon, voilà, que vous ne connaissez pas, qui a gagné le 100 miles du format du Grand Trail du lac de Serponçon. Toute petite, blonde, 25 ans. Bon, je ne suis pas en train de vous citer un site de rencontre, mais voilà, c'était son premier 100 miles. Son copain lui faisait l'assistance avec 3-4 de leurs amis. Une team exceptionnelle sur la ligne d'arrivée. Ils m'ont narré tout ce qu'elle avait fait dans sa vie. Donc vraiment, c'était un super moment parce qu'elle elle a réussi moins de 30 heures quand même pour faire 164 km et 10 400. Donc ça y va, quoi. Elle a fait une saison très intelligente en finissant sa dernière course aux 4x40 km de l'UT4M. Donc on aime cette planification. Et là, c'est la réussite sur le format 100 miles. Vraiment une très très belle découverte pour cette coureuse. Hein, si jamais quelques sponsors ont l'œil avide en cette fin d'année. Mais te voilà agent. Ouais, bien sûr. Je prends En 10%, tout cas, tu sais. En tout cas, il ne faut pas qu'elle tombe dans la lorgnette de Robin parce qu'avec avec Melon pour nom, alors j'ai hésité, tu sais, ça en peut tant que dériver speaker vite. sur la ligne d'arrivée, est-ce qu'elle va pas prendre le melon, Magali Melon, qui va remporter la course? Mais bon, il y avait un peu de public, alors je l'ai pas fait finalement. Je me suis dit que j'avais vraiment T'as bien passé fait, pour je un pense. débile. Bonne Et idée. non, vraiment un coup de cœur pour cette super sympa, tu vois. Puis elle est venue accueillir la deuxième, la troisième avec son pantalon de pluie et ses tongs. Voilà, c'était vraiment génial. Merci. Et au départ, tu voulais quand même nous parler de Jim. Tu peux juste nous dire pourquoi? Ouais, il a gagné le KV du Mirantin, qui doit être l'épreuve la moins connue, la moins officielle du monde. Avant, il y avait un classement papier. Maintenant, Émilien Bauchet qui a repris l'organisation, fait un Google Doc. Donc là, c'est la révolution, bien sûr. Mais ouais, Jim, non seulement il a gagné, mais il a battu le record de Xavier Gachet, qui est quand même plutôt un bon sportif. Donc, 3 semaines après l'UTMB, il faut y aller quand même. Hein. Quand tu vois comme il a fini, visiblement, ça va mieux. Hein. Allez, les spécialistes m'ont dit ça vaut 30 minutes à Fouly. Ils connaissent. Je pense qu'on a le même spécialiste, c'est un monsieur qui commence par Jean-Louis qui finit par Bâle, non? Exactement. Célèbre entraîneur. Il a l'œil partout. Je termine avec un coup de cœur, moi aussi, rapide. C'est même plutôt une recommandation pour la web-série Dans la Matrice de l'équipe Sidas Matrix, que dirige le duo Thomas Janichon et Simon Gosselin. Je ne sais pas si vous l'avez déjà regardé. Ils produisent eux-mêmes ce documentaire sur leurs athlètes. Alors là, on parle de Baptiste Chassagne, Anthony Felbert, Anaïs Sabrier, Élise Poncet, ou encore Lucille Germain et bien d'autres athlètes de très haut niveau et qui promettent dans les années à venir. Alors, on peut évidemment imaginer que c'est une opération un peu de com où tout le monde est beau et merveilleux. Alors oui, évidemment, c'est un peu de la communication. En tout cas, c'est une logique de communication, mais je dirais une logique de communication intelligente. Il y a un vrai projet de montrer l'envers du décor d'une évolution d'athlète. On voit le beau, on voit les victoires, mais on voit aussi le dur, les passages à vide, les échecs, parfois les gros échecs, la partie sombre du sport de haut niveau. C'est cette transparence-là qui, moi, personnellement, me touche. Je la trouve formidable. Et personnellement, j'affectionne le travail technique des vidéastes et des monteurs. Le travail est vraiment d'une grande qualité. Donc, vous pouvez retrouver Dans la Matrice facilement sur YouTube. Et si vous aimez, vous avez des heures de plaisir en perspective parce qu'on en est déjà à la 3e saison. Et j'ai vu tout à l'heure que le dernier épisode est sorti récemment. C'est sur l'UTMB. Je ne l'ai pas encore vu, mais je vais corriger ça très rapidement. Donc, vous pouvez aller voir. Ce n'est pas tout rose, mais ça vaut vraiment, vraiment la peine. C'est la fin de cette 12e émission de la Bande AD+. Un gros merci à tous les 4, Corinne Favre, Hugo Ferrari, Nicolas Martin et Robin Schmitt. Merci à tous. Merci Nico. La Bande AD+, est une émission présentée par Distance Plus. Je suis Nicolas Fréré et j'ai le plaisir de produire et d'animer ce talk show. Un grand merci aux partenaires officiels de la première saison de la Bande AD+. Merci donc à la Clinique du Coureur, à NAC, à Nolio et au réseau des stations de trail que vous pouvez facilement retrouver sur le site web ou l'application OnPiste. Le design sonore de la Bande AD+, est signé Lucas Asca Hennessy. Et la couverture de l'émission est l'œuvre de Mathieu Forichon de Desbosses et des Bulles. Et puis l'émission est réalisée techniquement à distance depuis Montréal
au Québec par les productions Arborescence. Merci à Laurie Beck qui était aujourd'hui aux manettes et qui fignole l'enregistrement juste avant la diffusion. Merci aussi à Nicolas Rodi et merci à vous, comme d'habitude, chers web spectateurs et chers auditeurs, de nous suivre et de nous écouter ou de nous écouter. On se retrouve dans 15 jours avec une petite annonce à la clé. À plus dans la bande à des plus.